notre thème aujourd'hui, c'est Ulrich qui a publié une vidéo sur Ludwig van Mises, donc qui est un économiste autrichien qui a écrit sur la chute de l'Empire romain. Et j'ai trouvé que c'était assez pertinent qu'on parle de ce sujet-là, avec ce qui se passe en ce moment en France et en Europe et dans le monde globalement. Je pense que c'est assez pertinent. Du coup, pour que les gens aient quand même une petite rétrospective sur l'Empire romain, avant qu'on attaque et à parler de la chute de l'Empire romain, ça serait bien qu'on fasse un petit peu qu'on recontextualise un petit peu historiquement qu'est-ce que c'est que l'Empire romain et un petit peu les dates. Donc l'Empire romain, en fait, ça a duré à peu près 900 000 ans, à peu près. Ça dépend selon à quel moment on part du principe que ça a commencé. Et donc, du coup, la genèse, c'est que la ville de Rome a été fondée en 753 avant Jésus-Christ, selon la légende par Romulus et Rémus, deux frères donc élevés par une louve. Donc, ce serait la légende de la fameuse création de Rome. Et donc, Rome a été d'abord gouvernée par une série de rois avant de devenir une république. Et donc, ensuite, en moins 500 avant Jésus-Christ à peu près, Rome est devenue une république qui a duré à peu près 5 siècles. Et donc, c'était marqué par un système politique qui était complexe où le pouvoir était partagé entre le Sénat et les magistrats. Et donc, ça se rapprochait plus d'une démocratie, même si tout le monde n'avait pas le droit de vote. Et c'est à cette époque à peu près que Rome a commencé son expansion et a commencé à conquérir toute la péninsule italienne, puis des territoires en Méditerranée. Et donc, la République s'est effondrée en moins 27 avant Jésus-Christ, à cause en gros de rivalité entre des familles et des familles puissantes de Rome et des guerres civiles. Et donc ensuite, en moins 27 avant Jésus-Christ, donc c'est là où vraiment l'Empire, avec un grand E romain, commence officiellement, lorsque Octave, le fils adoptif de César, devient Auguste, le premier empereur. Et donc là, tout de suite, il détient les pleins pouvoirs concrètement. Et donc, paradoxalement, c'est à cette période impériale que l'on peut voir l'apogée de la civilisation romaine, toutes les conquêtes, avec une domination qui s'étend au summum de l'Écosse au désert du Sahara et de l'Espagne à la Mésopotamie. Donc, pour qu'on se rende compte un petit peu, c'est 55 millions de kilomètres carrés. Donc, c'était toute l'Europe et une partie de la Méditerranée. C'est le troisième plus grand empire de l'histoire, en fait. Et donc, l'apogée, c'était vraiment de moins 27 à 180 après Jésus-Christ. Et c'était la période qu'on connaît sous le nom de Pax Romana. Donc là, c'est un peu l'âge d'or où Rome connaît une stabilité politique assez stable, économique et une grande expansion culturelle au niveau des arts. Et pour recontextualiser un petit peu, il y a le film Gladiator qui vient de sortir, là, l'épisode 2. En fait, ce film, il se déroule à peu près à la fin de la Pax Romana, donc en 180 après Jésus-Christ. Et donc, c'est la fin du règne du philosophe empereur Marc Aurèle, qui est considéré comme le dernier des 5 bons empereurs. Et donc, après sa mort, c'est son fils Commodée, qui est connu pour sa folie et sa cruauté, qui prend le pouvoir et qui marque un petit peu la fin et le début, on va dire, du déclin politique et social de Rome. Juste peut-être un petit détail quand même. Ouais. Juste, désolé, un petit détail, GG. Du coup, la succession de Commode à Marc Aurèle, c'est le sujet du Gladiator 1, qui est un chef-d'œuvre absolu. Gladiator 2, vous pouvez gagner du temps et ne pas aller le voir. C'est une belle J'imagine. Et notamment, ce qui est assez intéressant, c'est qu'autant Gladiator 1 est assez factuel historiquement. Bon, bien sûr, ils ont pris des largesses narratives, hein, mais Gladiator 2, c'est n'importe quoi. Ils ont tout mélangé, ils sont inspirés d'auteurs, d'empereurs romains qui vivaient 100 ans avant, qu'ils ont mélangé avec d'autres personnages. Enfin bref, c'est Hollywood, quoi. Bah, il y a des quotas, il faut des woke, j'imagine. Donc, ils ont dû peut-être faire des largesses sur le scénario. Et donc, du coup, ça nous amène un petit peu à la chute et le déclin un petit peu de Rome, parce que Rome ne s'est pas fait en un jour et le déclin de Rome ne s'est pas fait en un jour non plus. Donc, il a commencé à s'affaiblir à peu près au IIIe siècle après Jésus-Christ, avec des crises économiques, des invasions barbares et des luttes internes pour le pouvoir.
Et donc concrètement, l'Empire finit en 395 après Jésus-Christ à se diviser en deux parties, l'Empire romain d'Occident et l'Empire romain d'Orient. Et donc l'Empire romain d'Occident s'effondre définitivement en 476 après Jésus-Christ. Et donc l'Empire romain d'Orient, lui, tiendra un petit peu plus longtemps. Il sera connu notamment sous le nom de l'Empire byzantin. Il survivra jusqu'en 1453. Voilà donc pour le contexte un petit peu historique sur l'Empire romain. Est-ce que, Ulrich, tu as quelque chose à rajouter sur le contexte historique de l'Empire romain? Et est-ce que tu peux nous présenter un petit peu aussi qu'est-ce que c'est que la vision de Missèse sur les raisons de la chute de l'Empire romain? Parce que souvent, dans les livres d'histoire, on nous dit que c'est dû à des luttes internes, des invasions barbares. Mais Missèse, il pensait qu'il y avait des raisons qui étaient un petit peu plus profondes et qui touchaient un petit peu plus à la politique et à l'économie. N'est-ce pas? Ouais, tout à fait. Déjà, j'ai pas grand-chose à ajouter sur la présentation de l'Empire romain que tu as pu faire. Là, tu as cité toutes les grandes dates de la République et de l'Empire. De toute façon, on y reviendra, je pense, dans le live, justement, un peu plus en détail sur telle et telle période de l'Empire qui ont été un peu plus dures que les autres. Et sinon, alors pour la vision de Ludwig von Mises de la fin de l'Empire romain, alors tu disais tout à l'heure qu'il avait écrit sur le sujet. Alors c'est vrai qu'il a écrit sur le sujet dans l'Action humaine, dans son œuvre majeure, sachant par contre qu'il a écrit mine de rien assez brièvement sur le sujet, quoi. Il a consacré à peu près 2-3 pages sur un ouvrage qui fait plus de 1000 pages. Donc il a un peu survolé, enfin c'est pas qu'il a survolé le sujet, mais il l'a abordé de manière assez rapide comparé au reste du bouquin. Et pour lui, en fait, le sujet de la fin de l'Empire romain, d'ailleurs, quand il écrit sur l'Empire romain dans l'Action humaine, il va pas, le titre du chapitre, c'est même pas la chute de Rome, en fait. Pour lui, c'est la fin des anciennes civilisations. C'est Rome a terminé de telle manière, et pour lui, les grands empires, en fait, à l'époque, que ce soit romain ou autre, terminaient aussi d'une manière assez similaire. Pour lui, en fait, si tu veux, pour Ludwig von Mises, la fin de l'Empire romain, c'est pas une fin qui va être liée plus que ça aux grandes invasions barbares, aux troubles administratifs, politiques en interne. Pour lui, la fin, elle est surtout liée à la désintégration du corps social romain, du corps sociétal, et surtout en fait à la fin du libre-échange et du libéralisme qu'avait fait la grandeur de Rome. Donc via la division du travail, via la spécialisation des compétences, et on a eu selon lui du coup un délitement total de la monnaie, de l'économie, de tous ces facteurs-là qui ont fait que tout ce qu'a pu faire la force de Rome dans la première partie de l'Empire ou à la fin de la République, tout ça, au fur et à mesure où on avançait au fil des années dans l'Empire, au fur et à mesure où les empereurs faisaient de plus en plus d'interventionnisme politique, économique, etc., on va avoir un délitement total du corps social romain qui va amener à plusieurs choses. Ça va amener à l'exode urbain, ça va amener à la fin de la division du travail, ça va amener à la fin justement du commerce international à l'époque, à l'échelle de la Méditerranée, parce que comme tu disais, l'Empire romain, c'est l'Europe, c'est l'Égypte, c'est plusieurs millions de kilomètres carrés, c'est une population, je crois qu'à l'apogée de l'Empire romain, sous Trajan, on a une population qui est équivalente à 60 millions d'habitants, donc à l'équivalent à peu près à la France actuelle. Donc ça peut ne pas paraître beaucoup quand on compare avec les populations actuelles aujourd'hui qu'on a dans certains pays, mais à l'époque c'est énorme. Avoir 60 millions d'habitants de la Grande-Bretagne jusqu'à l'Égypte, c'est hallucinant. Et pourtant, à l'apogée de l'Empire romain sous Trajan, on pouvait retrouver des biens qui étaient fabriqués en Égypte et on pouvait les retrouver en Bretagne, en Gaule, en Grande-Bretagne à l'époque. D'ailleurs, d'un point de vue archéologique, c'est ce qu'on retrouve, quoi. On a déjà retrouvé en Bretagne, par exemple, si vous allez un jour visiter le musée de Quimper, on retrouve des restes de soldats romains qui ont ramené des trucs d'Égypte, par exemple. Donc, tu vois, il y avait une certaine division du travail qui était, une certaine complexité de la société à l'époque qui était assez importante. D'ailleurs, en France, la plupart de nos infrastructures de routes, de ponts, c'était l'Empire romain, quoi. Enfin, on oublie souvent de préciser qu'une grosse partie de l'apport qu'ils ont eu dans l'histoire en France et dans le développement culturel et économique de la France également. D'ailleurs, totalement, ouais. Si je peux juste ajouter quelque chose pour compléter ce que disait Ulrich,
GG, on y allait cet été, donc tu te rappelleras. Mais effectivement aussi dans le sud de la France, pas très loin d'Orange et d'Avignon, il y a encore énormément de vestiges de ce qui a été construit par l'Empire romain. Vous avez des petites villes comme par exemple Vaison-la-Romaine, ou même par exemple le théâtre d'Orange, qui sont des sites architecturaux quand même assez magnifiques. C'est assez fréquent dans la région de retrouver encore des amphores, de retrouver pas mal d'artefacts un peu partout. Et ce qui montre bien qu'il y avait une présence très très forte. Et même les routes dont tu parlais avant, il y a encore plein de routes en fait, moi je vais assez souvent dans la région, il y a encore plein de routes qui datent, alors bien sûr elles ont été refaites depuis, hein, elles ont été goudronnées, etc. Mais elles ont été tracées, utilisées dans l'Empire romain, et on les retrouve mentionnées dans des écrits de l'époque, mentionnées par exemple dans la guerre des Gaules de César, etc. Voilà, c'est juste pour compléter par rapport à ça. Et voilà, si tu veux conclure rapidement sur ce que disait Missy sur la fin de l'Empire romain, lui, il va pas faire une lecture classique qu'on pouvait faire à l'époque. D'ailleurs, l'Action humaine, ça a été publié en 49. À l'époque, on faisait une lecture assez simple de la fin de l'Empire romain. C'était une lecture d'une chute administrative, politique, et surtout due à des causes externes comme les invasions barbares. Et là, Missy, lui, va plutôt faire une lecture purement économique en fait de la fin de l'Empire, en liant justement la dévaluation monétaire, en liant l'interventionnisme étatique dans l'économie comme étant la cause profonde et majeure de la fin de l'Empire. Et tu penses que... comment dire d'après toi, est-ce qu'il y a des parallèles entre la vision de Mises, donc sur la chute de l'Empire romain, donc il parle beaucoup de la dévaluation monétaire, de la perte un petit peu de la propriété via l'impôt, la centralisation du pouvoir, tout ça. Est-ce que tu penses qu'on pourrait tirer un parallèle avec la société d'aujourd'hui ? Pour moi, à 100%, ouais. 100%. 100% parce que si tu veux, comment dire ? Si tu veux, la fin, faut vraiment reprendre en fait un peu l'historique de l'Empire romain pour comprendre que on partait quand même d'un empire qui était extrêmement complexe dans le commerce qui était mis en place, dans la division du travail, dans la spécialisation des compétences. C'était quand même quelque chose qui était assez hallucinant. Faut pas oublier que Rome, c'était la première ville sur Terre à dépasser le million d'habitants. Sous l'Empire, donc c'est pas rien, hein. C'est qu'on avait vraiment un artisanat qui était très spécialisé, qui travaillait à Rome et du coup qui exportait absolument partout le fruit de son travail. Et on avait un système aussi dans les campagnes romaines qui était extrêmement bien pensé, qui était très complexe. C'est ce qu'on appelait le système des latifunda, qui étaient des grandes propriétés agricoles tenues par des grands propriétaires fonciers, des notables de ville, et dont le but en fait était en grosso modo, pour faire assez simple et rapide, c'était de nourrir les populations urbaines, quoi. Donc si tu prends de toute façon d'un point de vue purement historique, avant de faire le parallèle avec notre époque actuelle, faut aussi prendre je vais essayer de faire rapide, mais je vais essayer de faire de brosser un peu comment ça s'est passé sous l'Empire romain, comment la monnaie elle a été dévaluée, et je pense qu'après coup, ça sera plus logique de faire un petit lien avec notre époque. Je sais pas si ça te dit ou pas. Bien sûr. J'essaie de... De toute façon, là, le graphique que tu as mis à l'écran, il est extrêmement intéressant parce que là, ça prend en fait la dévaluation monétaire de la monnaie officielle sous l'Empire, qui est le denarius. Donc, c'est une monnaie qui était une monnaie d'argent, tout simplement. Et là, le graphique que tu as, ça reprend en fait la pureté des pièces. Donc, le pourcentage de contenance d'argent qu'on pouvait retrouver dans le denarius romain du début de l'Empire. Donc là, le début de l'Empire, c'est traditionnellement dans l'historiographie romaine, c'est comme tu l'as dit, c'est Octave Auguste. Donc c'est -27 avant Jésus-Christ. C'est la dynastie des Julio-Claudiens, donc issu de Jules César. Et là, au début de l'Empire, on a un denarius, donc une monnaie romaine qui va peser à peu près, si je dis pas de bêtises, 3 grammes pour à peu près 100% de taux d'argent. Donc quasiment. Donc ça, on le sait parce que ces pièces-là ont été retrouvées, j'imagine.
Ouais, tout à fait. En archéologie, on retrouve beaucoup de pièces de toute façon de l'époque romaine. De toute façon, il y a plein de collectionneurs, plein de personnes qui vont en acheter aujourd'hui. Et en archéologie, si tu veux, l'avantage du monnayage impérial romain, c'est que c'était un vecteur de propagande qui était assez hallucinant. Donc sur chaque pièce, tu avais la tête de l'empereur qui était frappée, justement pour que le peuple puisse savoir qui était l'empereur à l'époque. Et ça donne un marqueur temporel qui est extrêmement intéressant en archéologie et pour les historiens antiquisants, c'est que justement on arrive avec les pièces de monnaie, à savoir quelle était la propension de monnaie qui était diffusée, quel était le nombre de monnaies qui pouvaient même être émis par les ateliers de frappe de l'Empire, hein, parce qu'on avait même des cartouches qui étaient justement sur ces monnaies-là qui permettaient d'évaluer le nombre de monnaies qui étaient sorties. Et ça permettait aussi, en étudiant en numismatique le taux de pourcentage de pureté des pièces, hein, on pouvait suivre aussi de manière très intéressante et très fine le taux d'évaluation monétaire sous l'Empire. Donc ça, le monnayage romain, il est extrêmement intéressant pour ça parce qu'on arrive à suivre plein de choses par rapport à ça. Et sur le graphique que tu as là, donc sous les Julio-Claudiens, on voit bien qu'on a un taux qui est proche de 100%. Et plus on va avancer dans le temps, plus ce taux va baisser. Et ce qui est, d'ailleurs, tout à l'heure, tu parlais de Marc Aurèle. Marc Aurèle, donc on est à peu près à 180 après Jésus-Christ. Marc Aurèle, c'est le dernier empereur de la dynastie des Antonins. Et grosso modo, la dynastie des Antonins, c'est un peu comme tu disais d'ailleurs aussi tout à l'heure, hein, c'est les derniers grands empereurs de l'Empire romain avant que tout parte en couille avec la dynastie suivante qui est la dynastie des Sévères. Et si tu veux, pendant la dynastie des Antonins, c'est là où tu as les grands empereurs. Hein. C'est là, on parlait tout à l'heure avant le live d'Adrien, par exemple, on parlait de Trajan. Il y a aussi l'empereur Nerva, il y a forcément Marc Aurèle et son fils Commode. Et là, c'est vraiment l'apogée de l'Empire. Et d'ailleurs, si tu reprends le graphique là, on voit que le taux de pourcentage d'argent qui est contenu dans les pièces entre les Julio-Claudiens et les Antonins, il va baisser de 100% autour des 75%. Donc en général, j'avais retrouvé les chiffres. On a, si tu veux, je te donne les chiffres un peu plus précis. Entre donc Auguste, donc moins 27, et la mort de Marc Aurèle en 180, on a le taux de pourcentage d'argent dans le denarius qui passe de 98% à 83%. Et comme par hasard, ça coïncide un petit peu avec la chute de l'âge d'or romain, de la Pax Romana. Ouais, exactement, ouais, exactement. Mais ce qui est intéressant, tu vas voir, parce qu'après, à partir du moment où on quitte les Antonins et on arrive sur les Sévères, etc., là, ça part totalement en couille la monnaie. Mais il faut se dire que sur plus de 100 ans, tu as à peu près 0,7% d'inflation en perte de pourcentage d'argent dans le monnayage. Donc ça va encore en quelque sorte. Mais après la fin de la dynastie des Antonins, là, ça part totalement en couille. Et juste une chose aussi qui est importante pour ceux qui nous écoutent, et ça fera le lien, je pense, tout à l'heure avec la situation actuelle. Il faut se dire une chose, c'est que quand tu fais de l'inflation monétaire sous l'Empire romain, mais même après l'Empire romain jusqu'à l'apparition du papier-monnaie au XVIIe, XVIIIe siècle, faut se rendre compte d'une chose, c'est que la population pouvait voir la dévaluation monétaire. C'est quelque chose qu'on pouvait sentir, qu'on pouvait apprécier directement avec nos sens, en fait. Parce que quand tu as une pièce de monnaie qui va perdre en pourcentage d'argent, du coup, l'argent, il est remplacé par un alliage qui n'est pas de l'argent. Donc, l'alliage, c'est du laiton, c'est du bronze, c'est ce genre de choses qu'on va mettre à la place de l'argent pour que la pièce de monnaie, elle conserve sa forme, elle conserve son poids. Donc, on aura toujours une pièce de monnaie qui va, grosso modo, faire 3 grammes, mais par contre, qui va plus faire 100% d'argent, mais qui va en faire 80, 75%. Et les gens, du coup, pouvaient voir que leur pièce de monnaie, elle était moins brillante, elle était peut-être un peu plus légère dans le toucher, et qu'elle était beaucoup plus friable, enfin, beaucoup plus... l'argent, ça va s'oxyder, mais du coup, quand tu vas rajouter du laiton, etc., la perte qualitative de la monnaie, elle était perceptible, en fait, pour les agents économiques à l'époque. Et ça, c'est important parce que je ne sais pas si on aura le temps d'en parler ou pas, mais après, quand tu retrouves en archéologie des trésors monétaires de cette époque-là, où les gens vont thésauriser les bonnes pièces, ils vont mettre de côté justement les pièces qui ont plus de valeur pour eux, subjectivement. Donc à l'époque, la pièce qui a plus de valeur, c'est celle qui va contenir le plus d'argent. Et quand en archéologie, on retrouve des trésors monétaires gallo-romains, romains à ces époques-là, on se rend compte qu'en fait, ce sont en fait les meilleures pièces qu'on retrouve aujourd'hui en archéologie. Parce que c'était celles qui étaient mises de côté, quoi. C'est juste qu'après, les gens les zappaient, les oubliaient, les perdaient. Mais ça, c'est assez intéressant. J'essaie de... Tu me dis si je prends trop de temps ou pas dans l'explication. Non, mais si je peux juste interrompre avant que tu continues, Ulrich. Il y a aussi pour cette capacité à reconnaître la dévaluation au niveau des pièces monétaires, il y a encore des traces aujourd'hui dans le langage qui sont très intéressantes.
notamment quand l'argent fait un bruit très distinctif lorsque vous frappez des pièces d'argent ensemble. Je vous invite à faire l'expérience, par exemple, si vous prenez des pièces suisses, des francs suisses, vous les mettez dans votre main, vous en prenez ensemble et vous les secouez comme ça. Vous faites pareil avec des euros, ça ne fait pas du tout le même bruit, tout simplement parce que l'euro est un pire shitcoin que le franc suisse. Donc, vu que la Suisse est partie du standard or assez tard, il y a encore des traces de métaux, on va dire un peu plus nobles, même si on n'est pas sur de l'argent dans les pièces. Et l'expression, par exemple, monnaie sonnante et trébuchante en français, ça vient de là, parce que en fait, on pouvait tout simplement frapper les pièces de monnaie. Ah bah voilà, j'ai mon assistant qui m'a donné des aides visuelles. Donc là, par exemple, c'est des vieilles pièces françaises. Et bon, alors avec le son de mon micro, vous entendrez peut-être pas, mais ça fait pas du tout le même bruit que des pièces d'euros si vous les faites sonner aujourd'hui. Et même en anglais, le terme qu'on utilise beaucoup dans Bitcoin, sound money, a exactement la même racine, exactement pour la même raison. Ouais. Alors, d'ailleurs, il y a une légende urbaine. Alors, je sais pas si c'est vrai ou pas, mais je l'ai lu dans un livre de Hulsmann. Le fait, tu sais, de prendre une pièce de monnaie et de la faire voler avec ton ongle en l'air, la résonance que ça fait, ça permettait à certaines personnes justement de voir si c'était de la bonne ou de la mauvaise monnaie, quoi. Ouais, tout le monde a fait ça, quoi, de balancer comme ça une pièce de monnaie en l'air. Et, la vibration, la résonance, ça peut apparemment te permettre de savoir si la monnaie c'est la bien ou pas, quoi. Le petit tintement. Ouais, c'est ça, ouais. Ping. Je continue, GG? Vas-y, enchaîne. Voilà, là, on va enchaîner, je pense qu'on va... Là, si tu veux... Ouais, vas-y. J'en profite avant que tu reprennes, désolé, hein, juste pour apporter 2-3 petits détails sur ce que tu disais avant. Également, pareil, peut-être pour ceux d'entre vous qui ont visité Rome, la période dont on parlait avant, donc la fameuse apogée de l'Empire romain, la Pax Romana, qui correspond par exemple au règne de Vespasien, de Trajan, d'Adrien, dont on a parlé avant. Beaucoup des trésors architecturaux que vous voyez à Rome, que ce soit le Colisée qui a été construit sous Vespasien, que ce soit la colonne de Trajan, c'est exactement cette époque-là. Et on parle aussi de cette époque comme l'apogée de l'Empire romain, parce que c'est à ce moment-là que l'Empire romain atteint, entre guillemets, à sa plus grande expansion, atteint sa taille la plus importante. Et par exemple, pour revenir à ce qu'on disait en introduction sur le film Gladiator, au début du premier film, du premier volet, pour ceux qui se rappellent du film, l'action prend place en fait dans ce qui serait l'équivalent de l'Allemagne ou de la Pologne aujourd'hui, donc dans les campagnes de Marc Aurèle contre les barbares. Et aujourd'hui, nous on se rappelle, on connaît Marc Aurèle parce que il a publié, il avait écrit à l'époque ses pensées, qui est un livre aujourd'hui qui je pense, un des livres les plus connus de la littérature de l'époque. Et il est connu notamment pour avoir fondé entre autres, parce qu'il y a d'autres stoïciens, mais il est considéré comme un des chefs de file du mouvement stoïcien. Mais Marc Aurèle, en fait, il passe quand même 15 ans de son règne en campagne sur le front de l'Est, donc à combattre les barbares. Et nous, voilà, on s'en rappelle comme un philosophe, mais les conquêtes et le niveau de richesse et de conquête qu'ont réussi à atteindre les empereurs romains à cette époque est absolument incroyable. Peut-être on reviendra avec le parallèle d'aujourd'hui, peut-être qu'on fera un parallèle entre ça et entre cette époque et ce qu'on vit aujourd'hui. Mais voilà, c'est juste pour c'est assez intéressant parce que quand les gens ils ont l'idée de quelqu'un qui a les pleins pouvoirs, ils imaginent un empereur obèse avec une gousse j'ai le mot en anglais. Une gousse de raisin, pardon, et le mec qui est en dilettante, mais c'est quand même incroyable de se dire que ces mecs-là, ils étaient au top de leur forme physique, ils allaient faire des conquêtes, ils s'entraînaient au sport de combat, ils faisaient du pugilat, et en même temps, c'était des philosophes de renom qu'on lit encore de 2000 ans après, quoi. Donc, ils avaient quand même atteint un espèce de stade d'évolution humaine qui était assez impressionnant, parce que des philosophes aujourd'hui qui sont capables de faire un sport de combat ou d'aller conquérir des contrées sur un cheval, l'arme à la main, je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup. Hein. Ouais, et d'ailleurs, beaucoup des empereurs dont on parle là, par exemple Trajan, ils sont morts en campagne. Hein. Trajan, il est mort en se faisant rapatrier de l'équivalent de la Syrie d'aujourd'hui, dans une campagne qui est pas forcément super bien finie. Mais faut voir que les empereurs romains, effectivement, on a cette image de d'oisiveté, mais dans cette époque-là, notamment, il y a 2/3 des empereurs romains qui meurent assassinés ou sur le champ de bataille, parfois de maladie aussi.
mais c'était pas non plus qu'une vie de plaisir et d'oisiveté. Bref, je vous en prie, poursuivez. Oui, non, mais c'est vrai que on va dire jusqu'aux Antonins, c'est l'apogée de l'Empire, et puis après, ça commence à partir en sucette, quoi. Et de toute façon, après les Antonins, t'as une autre dynastie qui est assez connue, c'est la dynastie des Sévères. Il n'y a pas eu beaucoup de grands empereurs dans cette dynastie-là. Il y en a un, par contre, qui est assez connu. Pardon ? Septimius, peut-être ? Ouais, le premier, ouais, Septime Sévère. Après, il y a son fils Caracalla qui, lui, est connu, si tu veux, pour tout ce qui va être relatif à la monnaie romaine. Lui, il est connu pour avoir été le premier empereur à avoir vraiment fait entre guillemets, de la merde, en fait, avec la monnaie. Lui, il a vraiment commencé à expérimenter l'inflation monétaire, à mettre en circulation, à émettre des nouvelles monnaies qui vont fortement dévaluer, d'ailleurs, le monnayage d'argent de l'Empire. Par exemple, si tu veux, Caracalla... C'était un peu l'équivalent de Nixon, quoi. Ouais, si tu veux. Ouais, en quelque sorte. De toute façon, Caracalla, c'est début du IIIe siècle. C'est 211-217. 211-217, le mec, il est resté 6 ans au pouvoir. Ça, c'est important, parce que tout à l'heure, on a vu qu'en 150 ans, le monnayage, il a perdu à peu près 25% de sa pureté en argent. Lui, en seulement 6 ans, si tu veux, le monnayage, il est passé de 75% à 50% d'argent. Toi, en 6 ans. Donc toi, là, ça commence à prendre une pente très très glissante à partir d'ailleurs de cette dynastie-là. Et d'ailleurs, ce qui est assez intéressant, c'est qu'en parallèle, en corollaire, tu vas avoir aussi les troubles administratifs, internes, politiques, et tu vas commencer à avoir les barbares, entre guillemets, qui vont commencer aussi à venir toquer à la porte de l'Empire. Ça, c'est intéressant. Il y a une chose aussi qui est super intéressante d'un point de vue purement monétaire sous Caracalla, c'est que lui, il va introduire une monnaie qui va être concurrente au denarius, qu'on va appeler l'antoninien. Et l'antoninien, si tu veux, c'est une monnaie vraiment de... d'ailleurs, c'est ce que tu as mis là. C'est l'antoninien, si tu veux, quand il a été émis, le décret de la monnaie a tout simplement dit qu'un antoninien avait une valeur faciale de 2 denarius, de 2 deniers romains. Tout à l'heure, je disais qu'un denier romain, c'était 3 grammes. Sauf qu'un antoninien, c'était 5 grammes. Donc, tu vois un peu le problème, c'est que tu vas émettre une monnaie qui va peser 5 grammes et tu vas dire que celle-ci, elle a autant de valeur que 2 pièces de monnaie de 3 grammes, donc de 6 grammes. Donc, toi, Après, si tu fais le bon marketing, tu vois, je sais pas, t'appelles ça ultrasound money, peut-être que les gens, ils vont y croire. Ouais, mais les gens à l'époque, ils y croyaient pas tellement, je pense, tu vois. Mais, et d'ailleurs, c'était plus intelligent qu'aujourd'hui à l'époque. C'est pas qu'ils étaient plus intelligents, c'est juste que eux, ils pouvaient percevoir la dévaluation monétaire. Tu vois, ça se voyait, quoi. Il y avait ils voyaient qu'il y avait un truc qui clochait. Et les gens, tu vois, et ça, on pourra en reparler tout à l'heure parce que je pense que c'est quelque chose que nous, on n'a pas la chance d'avoir ça aujourd'hui comparé aux citoyens romains de l'époque. C'est que nous, on peut pas apprécier la dévaluation monétaire. Eux, à l'époque, ils pouvaient l'apprécier, même s'ils comprenaient pas que c'était de l'inflation, que ça foutait en l'air tout l'empire. Au moins, ils savaient qu'il y avait un truc qui allait pas, toi. T'avais pas besoin d'un doctorat en économie pour comprendre qu'il y avait de l'inflation, quoi. Contrairement à aujourd'hui, où si tu essayes de t'y retrouver dans les agrégats monétaires, d'auditer la masse monétaire mondiale en dollars, ce qui est complètement impossible, d'essayer de comprendre les systèmes d'euro-dollar, comment la monnaie est créée, à quel endroit, comment elle circule, comment elle produit ses effets inflationnistes, c'est un bordel pas possible. Alors qu'effectivement, c'est un super bon point. À l'époque, suffisait encore une fois de taper la pièce sur la table, quoi. Ouais, tout à fait. Ouais. C'est beaucoup plus insidieux aujourd'hui. Mais d'ailleurs, la plupart des gens, en fait, quand ils voient la valeur de la monnaie baisser, en fait, ils voient juste que les biens qu'ils achètent au quotidien montent. Et en fait, ils sont énervés parce que le prix du gaz monte, parce que le prix du café augmente, toutes ces choses-là. Mais en fait, ils ne réalisent pas, ils n'arrivent pas à faire le shift d'état mental, à se dire, en fait, c'est peut-être pas les biens que j'achète qui augmentent, c'est peut-être la valeur de ma monnaie qui baisse, tu vois. Ouais, totalement. Ouais. Totalement. Ouais. Ça, c'est la grande différence entre eux à l'époque et nous aujourd'hui. Je pense qu'on en reparlera tout à l'heure, mais nous aujourd'hui, on est mieux équipés intellectuellement pour comprendre les effets néfastes de l'inflation, tu vois. Mais sauf qu'on n'arrive plus à la sentir dans nos sens, tu vois, les effets de l'inflation. À l'époque, c'était tout l'inverse. Ils arrivaient à la sentir dans leur sens. Par contre, d'un point de vue intellectuel, ils avaient du mal d'ailleurs, ils n'ont pas réussi à le faire. Ils avaient du mal à intellectualiser justement les effets néfastes de l'inflation. Donc c'est un peu tout l'inverse en fait. Théoriser l'effet cantillon et toutes ces choses-là, quoi. Non. Mais ils sentaient qu'il y avait un truc qui allait pas, quoi. Mais ouais, de toute façon, Caracalla, si tu veux, là, ça commence vraiment
on commence à voir vraiment un peu, entre guillemets, la fils de puterie qui va se mettre en place d'un point de vue expérimentation monétaire un peu à la con à cette époque-là. Ça commence sous les Sévères, au début du IIIe siècle. Et après, de toute façon, plus tu vas avancer dans le IIIe siècle, après Caracalla, etc., plus tu vas avancer dans une époque qui va être extrêmement complexe pour l'Empire romain. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs l'époque de... c'est là, au IIIe siècle, c'est là où tu vas avoir la grande crise monétaire du IIIe siècle romain, qui est très connue pour les historiens antiquisants qui étudient ces périodes-là. Et c'est aussi une période qu'on appelle soit la grande crise du IIIe siècle, soit la période de l'anarchie militaire. Parce que tu as beaucoup de prétendants au titre d'empereur qui vont littéralement se trucider la tronche. Hein. En quelques années, tu as plus de 30 prétendants à l'époque qui vont se livrer une guerre civile assez atroce. Hein. Et tu as une succession d'empereurs, de prétendants au titre d'empereur qui va se succéder très très rapidement jusqu'à la fin du IIIe siècle, jusqu'à un empereur qui va être très important, c'est Dioclétien. On va en parler juste après. Mais juste pour te donner une idée, parce que cet exemple-là, il est super important. C'est en plein milieu du IIIe siècle, donc en plein milieu de l'anarchie militaire, en plein milieu de cette crise monumentale. Tu as un empereur qui s'appelle Galien. Donc le mec, lui, c'est typiquement l'empereur qui arrive, qui va rester quelques années au pouvoir et qui va disparaître. Donc lui, c'est à peu près 250, 260. Et lui... c'est lui qui va vraiment, mais il va te foutre KO la monnaie en quelques années parce qu'il va faire passer le pourcentage d'argent dans le denier romain, il va le faire passer sous son règne de 36% d'argent à 2% d'argent. Donc lui, il va totalement niquer la monnaie, toi. Et ça va correspondre en plus au même moment à la chute vraiment de l'Empire. L'Empire à cette époque-là, au IIIe siècle, il est à 2 doigts de disparaître. Hein. Faut bien mettre ça en tête, quoi. Et ce qui est assez intéressant, c'est que la crise politique, militaire, des guerres civiles, l'anarchie militaire, elle est vraiment à mettre en parallèle avec la chute de la monnaie à l'époque, quoi. Et quand tu as un empereur qui va réussir à faire passer de la monnaie de 36% d'argent à 2% d'argent en quelques années, là, tu l'as en fait ce lien direct que disait Mrs. entre la dévaluation monétaire qui va entraîner du coup les troubles à côté, quoi. Ouais, c'est vrai que c'est des trucs qu'on oublie parfois, mais les campagnes militaires, ça coûte énormément d'argent. Et les soldats, comme leur nom l'indique, je reviens avec mon vocabulaire, ça vient du terme solde. C'est des gens qui sont payés pour ça. Et quand vous commencez à les payer en monnaie de singe, ils peuvent avoir envie d'aller bosser pour le voisin, quoi. Et donc, par exemple, il y a plein d'épisodes de ce type-là dans l'histoire, que ce soit Alexandre, que ce soit même Napoléon, par exemple, qui s'est forgé une réputation de toujours payer ses soldats en monnaie or et comptant sur le moment, pas à crédit, etc. Contrairement aux périodes de la Révolution française où on était déjà engagé dans des guerres avec d'autres puissances européennes, mais où on a eu les assignats, où on a eu de la monnaie papier, où effectivement, de toute manière, on aurait été incapable d'organiser une armée et des campagnes à long terme, de mobiliser des ressources et de mobiliser des soldats de cette manière-là, tout simplement parce que l'inflation était beaucoup trop forte pour pouvoir permettre cette organisation sur le long terme. Ah, totalement, ouais. Totalement. Et d'ailleurs, plus tard dans l'Empire, quand tu vas arriver sur Dioclétien, dont on va parler là, et après Constantin, les deux empereurs, d'ailleurs, eux, ils ont très bien ils ont très bien senti ce que tu viens de dire, Théo, c'est qu'ils ont bien senti que s'il y avait une catégorie de la population qui devait être payée avec la bonne monnaie, c'était les soldats, quoi. Donc Dioclétien, lui, il va vraiment galérer à bien les payer, mais par contre, Constantin, lui, ça sera une solde qui sera versée automatiquement en or. Donc, est-ce qu'on pourrait, par exemple, peut-être y voir un parallèle sur le fait que aujourd'hui, les corps de fonctionnaires qui sont le plus facilement revalorisés sont la garde prétorienne qui défendent le pouvoir, c'est-à-dire la police? Je pense que si tu demandes à un policier s'il est bien valorisé, je pense pas qu'il va te dire que c'est le cas. Non, mais à titre relatif, quand tu regardes, en tout cas en France, ça fait partie des corps de fonctionnaires qui ont été le mieux revalorisés depuis sous le quinquennat de Macron. Ouais. Depuis les Gilets jaunes. Moi, je penserais plutôt aux fonctionnaires européens, tu vois, qui eux sont vraiment les mieux valorisés. Ce sont les seuls fonctionnaires en Europe qui ont leur salaire qui est indexé sur l'inflation, ce qui n'est pas le cas des autres. Donc, ça serait plus cette garde prétorienne-là, intellectuelle, politique, idéologique,
qui est le ciment du système qui, eux, sont vraiment chouchoutés, quoi. Plus que nos pauvres flics en France ou nos pauvres gendarmes, etc. Bien plus. Parce que eux, je pense que... Ouais. Je continue, GG, tu me dis. Vas-y, je suis lancé. C'est fascinant, mec. Du coup, là, si tu veux, fin du IIIe siècle, fin de la période de l'anarchie militaire sous l'Empire qui est à deux doigts de disparaître à cette période-là. Tu as un empereur qui arrive au pouvoir, qui est Dioclétien. C'est peut-être l'un des empereurs les plus importants de la période, parce que lui, il va te sauver l'Empire, mais en faisant de la merde. Il est assez génial, celui-ci, c'est que il va te remettre, déjà politiquement et d'un point de vue administratif, il va faire des réformes qui vont être assez hallucinantes. Il va renforcer le corps administratif des fonctionnaires romains, ce qui va permettre de remettre de la présence romaine dans certaines provinces qui étaient assez éloignées. Et ça, c'est pas mal parce que ça va rattacher justement ces provinces encore plus à Rome. Mais à côté de ça, il va faire, d'un point de vue purement économique et monétaire, il va faire vraiment des trucs qui pas si intelligent que ça. Donc déjà, par rapport à la monnaie, juste avant, je disais que la monnaie, elle a été foutue bien en l'air par Galien. On est passé de 36% à 2% d'argent dans le monnayage. Dioclétien, lui, va arriver, il va dire ça, c'est de la merde, il faut qu'on remette une monnaie intéressante. On va essayer de revenir à une monnaie qui va être aussi pure, aussi intéressante que celle qui est utilisée par les Antonins. Donc c'est une monnaie 3 grammes, quasiment 100% d'argent, qui va vouloir remettre en circulation des monnaies comme celle-ci. Le problème que ça va poser, c'est déjà quand l'essentiel du monnayage qui est en circulation dans l'Empire, c'est de la monnaie de merde, donc à 2% d'argent, parce qu'il faut bien se rendre compte d'une chose, c'est que la bonne monnaie, donc celle qui a plus de 30%, 40%, etc., elle est thésaurisée par les citoyens, et les citoyens, quand eux, ils vont payer l'impôt à Rome, ils vont avant tout se débarrasser de la mauvaise monnaie. Donc il faut bien se rendre compte aussi qu'à ces périodes-là, les revenus de Rome, les revenus impériaux sont de très très mauvaise qualité, parce que les gens vont avant tout utiliser la mauvaise monnaie pour payer l'Empire. Donc ça va poser un gros problème à Dioclétien. Et lui, il a vraiment pour volonté de remettre en circulation de la bonne monnaie, sauf que la monnaie qu'on lui donne, c'est de la merde. Donc l'argent, le métal précieux, il va vraiment galérer à en trouver. À l'époque, en plus, tu as des mines d'argent qui sont contrôlées par le pouvoir impérial. Par contre, tu peux pas ordonner une hausse de la production. Ça marche pas comme ça. Donc Dioclétien, à l'époque, ce qu'il va faire, c'est qu'il va augmenter drastiquement les impôts pour justement avoir des rentrées supplémentaires de pièces d'argent. Et il va faire quelque chose que tout bon interventionniste socialiste va faire, c'est qu'il va se dire tiens, on va aller saisir l'argent des citoyens romains. Donc il va y avoir des grandes saisies qui vont être mises en place à l'époque pour justement avoir assez d'argent en métal pour pouvoir remettre en circulation la monnaie. Donc cette réforme monétaire, ça va être une catastrophe en fait, parce qu'il va remettre en circulation une monnaie j'avais retrouvé les chiffres, une monnaie d'argent de 3 grammes 40, donc qui est plus lourde que les anciennes monnaies, à 95% d'argent. Le problème, c'est que dès que cette monnaie elle est mise en circulation, qu'est-ce qui se passe ? Elle disparaît de la circulation en fait. Parce que cette monnaie-là, elle a la même valeur faciale que les monnaies à 2% d'argent qui étaient encore en circulation à l'époque. Donc les gens, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, les gens ne sont pas cons, quoi. Il y a une nouvelle monnaie qui est mise en circulation sous Dioclétien. Elle a un cours forcé, un cours légal fixe, qui dit que elle a la même valeur faciale qu'une monnaie à 2% d'argent. Les gens, les individus à l'époque, ils sont pas cons. Ils vont mettre la monnaie à 95% de côté et ils vont continuer à utiliser la monnaie à 2% d'argent, quoi. Donc là, dès qu'elle est émise, cette monnaie a disparu de la circulation. Donc c'est un échec qui est monumental. Et Dioclétien, il va, il va littéralement péter un câble en fait à partir de cette période-là. Parce qu'en fait, le problème, c'est que lui, et ça on en parlait tout à l'heure, il va avoir beaucoup de mal à payer ses soldats. Il faut savoir que sous Dioclétien, il y a une grande politique de travaux publics qui sont lancées. Dioclétien, il va multiplier par 2 les légions romaines pour refaire justement une politique de conquête impériale. Juste, je t'arrête, c'est fou parce que ça me fait penser un petit peu à aujourd'hui. Quand il y a des problèmes financiers, ils ne se posent même pas la question de est-ce que ce serait intéressant de réduire les dépenses. Non, ils partent tout de suite du principe qu'il faut augmenter les recettes et augmenter les taxations. Et c'est marrant que tu fasses référence à ça parce qu'aujourd'hui, c'est un petit peu la même chose. On ne réfléchit même pas à réduire les dépenses et les coûts de l'État. On passe direct à taxer les gens plus, quoi. Ouais. Vas-y. Pardon. Vas-y, réponds Ulrich.
Non, mais juste, moi, la seule chose que je dirais, c'est que, à la défense d'ailleurs de Dioclétien et des empereurs romains, c'est qu'ils n'avaient pas la connaissance que nous on a aujourd'hui de tout ça, quoi. Pour eux, ils percevaient le problème, mais ils n'ont jamais compris le problème, en fait. Pour eux, ils ne comprenaient pas. Il n'y avait pas de science économique. Ah non, pas du tout, non. Et d'ailleurs, ça me permet de l'exemple que tu viens de donner, j'aimerais bien revenir dessus juste très rapidement pour faire passer un point dont j'avais parlé également mardi dans le space de Cryptost, plus porté à propos de Bitcoin, sur El Famoso loi de Gresham. Donc la loi de Gresham, c'est cette loi en économie qui dit qu'on formule généralement en disant la mauvaise monnaie chasse la bonne. Donc c'est vraiment le principe que décrivait Ulrich tout à l'heure, c'est-à-dire que si la valeur faciale acceptée par le commerçant de votre denarius, c'est l'équivalent de je ne sais pas combien de pouvoir d'achat, on va dire X, mais que vous avez des denarius dans lesquels il y a 4 grammes d'argent et des denarius dans lesquels il y a 2 grammes d'argent, en fait, vous allez payer avec les denarius dans lesquels il y a 2 grammes d'argent et vous allez garder ceux de 4 grammes d'argent, entre guillemets, dans vos bas de laine. Et très souvent, on dit, on pose la loi de Gresham comme ça, c'est-à-dire qu'on dit la mauvaise monnaie chasse la bonne. Et dans les cercles Bitcoin notamment, on utilise cet argument pour dire qu'il ne faut pas dépenser le Bitcoin parce que c'est une bonne monnaie, l'euro est une mauvaise monnaie ou les fiat de manière générale. Et donc, la plupart des gens disent non mais Bitcoin n'est pas là pour être dépensé, c'est juste une réserve de valeur parce que loi de Gresham. Et ce qu'on oublie systématiquement de citer, c'est que la loi de Gresham, elle n'est valable que dans le cas d'un cours légal. Parce qu'il faut qu'une autorité force la valeur faciale de la monnaie hors de toute valorisation subjective de sa valeur dans les échanges. Donc là, dans l'occurrence, par rapport à sa teneur en argent, qui est le critère fondamental que vont retenir les parties impliquées dans l'échange, pour qu'il y ait cet arbitrage qui puisse être fait par l'individu. Mais en l'absence d'un cours légal, c'est-à-dire en l'absence d'une valeur faciale forcée par le pouvoir politique sur les moyens de paiement, en fait, il n'y a pas de raison que deux parties libres qui cherchent à commercer, il n'y a pas de raison que, par exemple, le vendeur accepte de recevoir une monnaie de mauvaise qualité. Il peut lui-même, si ses produits sont demandés, imposer d'être payé dans le moyen de paiement qui l'intéresse. Et donc, en général, ça va plutôt être une monnaie de bonne qualité. Donc, voilà, c'est juste, je voulais faire cette parenthèse pour essayer de détruire un petit peu ce poncif qu'on réentend systématiquement et qui est un très mauvais argument pour dire oui, il ne faut pas dépenser ses bitcoins, quoi. Ouais, non, mais totalement, t'as totalement raison. Et d'ailleurs, là, si l'État n'avait pas la main mise sur la monnaie, qu'il pouvait pas lui-même décider de manière discrétionnaire la valeur de la monnaie, le prix de la monnaie, ça serait l'exact inverse de la loi de Gresham qui se passerait, quoi. Ça serait la bonne monnaie serait demandée et la mauvaise monnaie serait dégagée de l'économie, carrément. Dans ton exemple, par exemple, quand Dioclétien réintroduit une pièce à forte teneur en argent, on aurait pu imaginer qu'en l'absence d'un cours légal, elle n'ait pas été retirée de la circulation, mais qu'au contraire, elle ait circulé avec beaucoup plus de vélocité, donc beaucoup plus fréquemment que les pièces précédentes qui avaient moins de métal, parce que les marchands, les commerçants, les vendeurs, en fait, auraient demandé cette monnaie et pas les autres. Totalement, ouais. Totalement. Bah là, c'est sûr et certain, ouais. C'est sûr et certain. Quand tu laisses les gens libres, d'eux-mêmes, ils vont sélectionner la meilleure monnaie, quoi. Voilà. Je continue, GG ? Vas-y, enchaîne. Vas-y. Non, si tu veux, globalement, moi, ce que j'aime bien dire sur Dioclétien, c'est que c'était un keynésien, en fait, avant l'heure. Ces grandes dépenses publiques, ces grands travaux, c'est tout ça. C'est assez impressionnant, l'ampleur des travaux qu'il va mettre en place sous son règne. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il est souvent présenté comme un empereur fondateur et un empereur bâtisseur. Parce qu'il y a beaucoup de bâtiments publics qui sont faits sous son règne. Il y a plein de choses comme ça qui sont faites, mais elles ont été réalisées à un prix qui était assez fort, quoi. Une chose aussi dont on parlait tout à l'heure, Théo, c'est le paiement de l'impôt. On parlait du paiement de l'impôt des soldes des légionnaires romains. Il faut savoir qu'à l'époque, sous Dioclétien, il a tellement de mal à récolter des revenus de qualité pour l'Empire qu'il était obligé de payer ses soldats en nature. Tu te rends compte un peu la régression quand le pouvoir impérial ne peut pas payer ses soldats. Attends, il était obligé de payer ses soldats en nature, donc j'imagine que c'était pas lui qui s'adonnait à la tâche.
Ah non, non, alors quand je dis en nature, c'est d'accord. produits agricoles, etc. en fait. Ah, d'accord, ok. Non, Excusez-moi, c'est pas. On faisait pas, j'ai- un lâcher de chouin dans les légions C'est ce romaines. que je pensais. Je pensais qu'il Non, autorisait non, non, le viol non, 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 collectif, non, des non, non. choses comme En ça, lors nature, des oui, conquêtes. Je suis c'est, parti c'est, dans un film, excusez-moi. c'est en blé, c'est en matière première, etc. Et ça, J'espère, là, il s'est vu avec son stack de Bitcoin. ah la vache. Ouais, non, c'est pas ce genre de nature. Et donc voilà, là tu as quand même un très très bon exemple de la baisse du pouvoir impérial, en fait, qu'il est même pas capable de payer avec de la bonne monnaie ses, euh, ses soldats. Et d'ailleurs, tu as un historien romain à l'époque qui s'appelle Lactance, qui lui avait sorti un truc sous Dioclétien, et ça j'adore cette phrase. Et lui, il disait que sous Dioclétien, il y avait plus de travailleurs publics que de contribuables romains. Tu te rends compte, mais ça c'est génial parce que quand tu mets ça en parallèle avec ce qu'on a aujourd'hui, là, tu peux faire des parallèles entre Rome et la situation actuelle, quoi. Et c'est pour ça que Ouais. Dioclétien, on peut dire que c'est un bon keynésien, quoi. Quand t'as même des mecs à son époque qui se foutent de sa tronche en disant qu'il y a plus de travailleurs publics romains qu'il y a de contribuables romains, déjà, toi, encore une fois, les gens à l'époque, ils comprennent pas le truc, mais ils Mm. sentent le truc, toi. C'est fou parce que j'écoutais vu qu'il y a eu la mort de Jean-Marie Le Pen, l'ancien président du Front National, j'écoutais une interview de lui dans les années 80 où il se plaignait du fait qu'il y avait 2 millions à l'époque de fonctionnaires. Et lui, donc, il disait qu'il fallait privatiser tout ça parce qu'il était assez libéral. Et en fait, tu calcules aujourd'hui, il y a 6 millions de fonctionnaires. Je crois que c'est quelque chose comme ça. Et donc, la population française n'a même pas augmenté de 40%, 50% entre-temps, mais le nombre de fonctionnaires a été multiplié par 3. Bon, Ça me fait penser à la phrase de Clémenceau absolument géniale. La France est un pays très fertile, on y plante des fonctionnaires et il y pousse des impôts. Au tout début du live, Théo disait, je crois que Rome, c'était le 3e plus grand empire que le monde ait connu, toi, après l'Empire mongol et l'Empire britannique. Et quand tu prends l'apogée de l'Empire britannique au début du XXe siècle, c'est 400 000 fonctionnaires britanniques qui gèrent l'Empire. 400 000. C'est intéressant, je pensais pas à l'Empire britannique, je pensais à l'Empire perse de Cyrus. Ah ouais, je pense les empires coloniaux quand même des grandes puissances européennes au 19e. Je pas du tout pensé aux empires coloniaux, mais c'est vrai que l'Empire britannique devait être plus étendu que l'Empire romain à la fin de l'époque victorienne. Ouais. Bah tu vois, et 400 000 fonctionnaires pour faire tourner l'Empire à l'époque. Alors qu'il y avait l'Inde. Et ça filait doux. Ouais. Ah, ça filait doux. Et t'avais l'Inde, t'avais l'Australie, t'avais le Canada, c'était l'empire où le soleil se couchait jamais, quoi. Donc tu vois, enfin... Bon, bref. Et si je continue, vas-y, parce que sinon après Dioclétien, donc keynésien, et lui il va faire une prouesse Dioclétien, c'est qu'il va mettre en place le premier exemple historique de contrôle des prix, c'est sous Dioclétien. Parce qu'en 301, tout début du IVe siècle, Dioclétien, donc il a foutu en l'air la monnaie, il n'arrive plus à payer ses soldats, il voit que les prix explosent, parce que du coup la monnaie n'a plus de valeur. D'ailleurs, c'est assez marrant, la monnaie à l'époque, elle est tellement à chier, le denarius, que tu as même d'autres monnaies qui étaient, par exemple le sesterce romain, que tout le monde connaît, Astérix, etc. Le sesterce romain, c'était une unité monétaire qui était plus faible que le denarius, qui permettait en fait les petits paiements. Donc les micro-paiements, les centimes en quelque sorte, c'était le sesterce. Le denarius est tellement dans les choux que le sesterce disparaît. Tellement les prix augmentent et tellement la valeur la monnaie ne vaut plus rien, quoi. Et à l'époque, Dioclétien, il va tirer une conclusion. D'ailleurs, l'administration romaine en général, que ce soit l'administration impériale centralisée à Rome ou même les administrations municipales dans les villes, ils vont tirer une conclusion qui va être fausse, mais qui va avoir des répercussions dramatiques. C'est qu'ils vont lier la hausse des prix à la cupidité en fait des marchands. Ils vont se dire les prix augmentent. Ils comprennent pas que c'est à cause de l'inflation monétaire. Pour eux, c'est la spéculation, c'est la cupidité des marchands. Et Dioclétien, il va mettre en place un édit qu'on va appeler l'édit du maximum en 301. C'est un édit qui va imposer en fait un contrôle des prix sur à peu près 1000 marchandises, services et salaires dans tout l'Empire. Donc il va dire hop, prix maximum, contrôle des prix. Donc quand on a un contrôle des prix qui est mis en place, on sait très bien ce que ça donne. Ça va mener à des pénuries parce que forcément les coûts de production, eux, vont pas.
les prix de production pour les producteurs vont continuer d'augmenter, sauf qu'ils ne peuvent pas répercuter à la hausse le prix de vente final des produits qui vont justement produire, et ça va créer des pénuries, une demande artificielle qui est maintenue avec ce contrôle des prix qui va pas du tout correspondre à la réalité de l'économie. Et ce qui va, alors si tu veux, en histoire, pour les historiens et antiquisants, c'est un décret qui est assez connu parce que c'est la première trace historique d'un tel décret. Et, par contre, on a du mal à estimer si il a été appliqué à la lettre ou pas, ou si ça a été un fiasco, etc. On sait que le décret en question, il est resté que quelques années en place, après il a été révoqué. Et on sait que ça a mené au développement d'un marché noir, surtout dans les provinces éloignées de Rome. Par exemple, en Égypte, forcément, les gens se sont extraits du contrôle des prix et ils ont développé en fait un marché parallèle où les prix étaient les vrais prix, tout en quelque sorte. Et à cette période-là, sous Dioclétien, on voit même des monnaies locales réapparaître dans certaines provinces éloignées de l'Empire, et on voit même le troc réapparaître. Donc ça, D'ailleurs, il y a un exemple que je trouve absolument génial qui est évoqué par Misès dans le passage que tu évoquais au début de ce live de l'action humaine. Je ne sais pas si ça correspond exactement à cette époque, mais le principe reste le même par rapport à ce que peut causer le contrôle des prix. Donc tu disais un peu plus tôt que notamment une grande partie des campagnes de l'Empire romain servaient à nourrir les villes qui étaient des villes très très nombreuses pour l'époque, et il me semble qu'effectivement ça avait causé une désertion en masse des villes, parce qu'à cause des blocages de prix, en fait, les pécores, ils n'avaient plus aucun intérêt à apporter leurs produits sur le marché à Rome ou dans les grandes villes de l'Empire, justement parce qu'ils ne pouvaient pas les vendre à des prix qui correspondaient à leur coût de production, enfin, ils ne pouvaient pas faire de profit comme ça. Et parce que c'est dans les villes que c'était, entre guillemets, là où cet édit et les lois étaient vraiment appliquées, c'était là où c'est le plus facile de les faire appliquer, entre guillemets, à cause du nombre de fonctionnaires au mètre carré, quoi, entre guillemets. Et donc, du coup, en fait, on voit bien qu'ils se sont pris le retour de bâton de leur culture économique très rapidement. Il faut s'imaginer les nobles, enfin, ou les riches romains qui, en fait, se barrent pour s'installer à la campagne parce que c'est le seul endroit où il y a à bouffer, quoi. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça, parce que les villes ne sont plus approvisionnées en fait en denrées alimentaires, parce que les producteurs ont du mal à vendre, et les villes vont tout simplement. Après, il faut se rendre aussi compte d'une chose, hein, les villes, c'est quoi le but d'une ville sous l'Empire romain? C'est un centre commercial. C'est là où tu as l'artisanat spécialisé qui va demeurer, et à partir du moment où la monnaie, elle est dans les choux, les gens peuvent même plus s'acheter à bouffer, etc. Forcément, l'artisanat spécialisé, ça va être les premiers postes économiques qui vont disparaître, parce que du coup, les gens vont plus pouvoir se permettre d'acheter justement ce qui va être produit en ville. Et là, tu vas avoir un épisode d'exode urbain. On parle souvent d'exode rural, hein, des gens qui vont à la ville, mais l'exode urbain, c'est tout le monde qui se casse de la ville, hein, parce que du coup, ils peuvent plus vivre à la ville. Donc, ils vont revenir à la terre, en fait. Ils vont revenir c'est la plèbe qui retourne à la glèbe, en quelque sorte, tu vois. Et ça, c'est extrêmement. Si je résume un petit peu, en fait, c'est que, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a un État, donc un empereur, qui va faire de la dévaluation monétaire pour investir encore plus, pour avoir plus de dépenses. Derrière, il va y avoir de l'inflation. L'inflation, ils vont remettre la faute sur les commerçants. Du coup, ils vont caper les prix. Et une fois qu'ils capent les prix, forcément, ça fait des distorsions dans l'économie. Donc, l'économie se casse la gueule. Et plus l'économie se casse la gueule, plus ils sont obligés de dévaluer encore plus la monnaie pour continuer à rouler sur l'or, quoi. Ouais, et plus ils interviennent dans l'économie et dans la politique, hein, parce qu'il faut bien se rendre compte d'une chose, c'est qu'à partir du moment où la monnaie elle est dans les choux, où tu as la division du travail qui commence à se prendre un coup dans l'aile, la spécialisation des compétences, la même chose. C'est-à-dire que les gens, ils ont plus d'intérêt à aller s'installer en campagne pour se nourrir que de rester en ville. Bah, les empereurs, ils vont pas comprendre le problème. Enfin, ils vont voir qu'il y a un problème. Ils vont avoir la mauvaise solution. Juste pour te dire une chose, comme quoi
C'est toujours pareil, hein. Entre Rome et aujourd'hui, c'est toujours la même chose. C'est le gouvernement, l'État est toujours à l'origine du problème et il pense être la solution au problème qu'il crée, toi. Et sous Rome, faut bien se rendre compte d'une chose, c'est par exemple l'édit de contrôle des prix qui a été mis en place sous Dioclétien en 301. S'il n'était pas respecté, c'était peine de mort, hein, à l'époque. Donc ça déconnait pas, hein. Et par contre, ça n'a pas marché. Parce que les gens, ils préfèrent limite crever, se faire exécuter par l'État que de respecter ça, parce que sinon ils crevaient la dalle, toi. Et quand l'Empire romain va se rendre compte que les villes sont désertées, et après, je sais pas si on aura le temps d'en parler, mais il faut bien se rendre compte qu'à partir du 4e siècle et 5e siècle, quand on parle de désertification des villes, tu as des centres urbains entiers qui disparaissent à l'époque, hein. Moi, là où je vis en France, il y a on a un héritage gallo-romain qui est assez important autour de moi. Tu as des grandes villes, tu as des villes moyennes, et il y a des villes moyennes qui ont été totalement désertées à partir du 4e siècle et 5e siècle. Donc c'est des villes qui faisaient 5000 habitants, et en 50 ans, il n'y a plus un pélos, quoi. Ça c'est assez impressionnant, quoi. Et juste pour te donner un exemple de l'interventionnisme vraiment à la con de l'État à l'époque, c'est qu'ils se sont dit, bon, il y a les artisans qui se cassent des villes, il y a même les navigateurs, ça c'est super important, les naviculari sous l'Empire romain, donc ceux qui faisaient le commerce en Méditerranée, hein, qui partaient de Rome, qui allaient en Sicile, qui allaient en Égypte pour vendre les trucs, hein. Bah, les mecs ils arrêtaient le métier parce qu'il y avait moins de commerce. Donc du coup l'Empire romain, ils vont se dire, bah tiens, on a un problème de gens qui arrêtent leur métier, et du coup il faut qu'on règle le problème. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont passer des décrets pour que le métier d'un mec, hein, soit héréditaire. C'est-à-dire que si jamais toi, t'es naviculari, c'est-à-dire que ton boulot, c'est chef de bateau, enfin capitaine de bateau pour le commerce, hein, et si t'as un fils, bah, il sera naviculari aussi, toi. On s'en bat les couilles s'il n'y a plus de commerce. Il faut juste que le métier il reste, parce que faut sauver le truc, hein. Pareil pour les boulangers, pareil pour d'autres corps de métier, pour les potiers, etc., quoi. Ils ont dit, bah, le problème, si les gens arrêtent de bosser, bah, on va tout simplement rendre leur charge héréditaire, quoi. C'est un peu le niveau de déconnexion à l'époque, hein. C'est toujours plus d'interventionnisme, avec des décrets comme ça qui sont totalement la con. Et d'ailleurs, est-ce que tu veux dire que, par exemple, ces gens-là imaginent qu'une fois qu'on a fait fuir tous les talents et les entrepreneurs d'un pays, par exemple, il faudrait que l'État investisse dans le développement des technologies pour remplacer les champions numériques qui n'existeraient pas à cause des mesures de blocage des prix qui ont été imposées à la base? Ouais, c'est un peu ça, ouais. Ouais. Ça m'évoque quelque chose. Ouais. Toi, un empereur romain aurait dit qu'un développeur numérique européen, bah, du coup, il faudrait que son métier soit héréditaire, toi. Sauf que nos chers fonctionnaires européens aujourd'hui vont trouver d'autres méthodes, mais le résultat est le même, quoi. À partir du moment où... C'est intéressant ce que tu racontais sur les campagnes et le fait que les villes sont désertées. Moi, ça me fait aussi penser à l'épisode de l'hyperinflation de Weimar, ou dans le livre, par exemple, d'Adam Ferguson, When Money Dies, où il exprime bien qu'à la fin, vraiment, quand l'hyperinflation devient absolument énorme, en fait, les mecs qui sont les plus riches dans le pays, c'est les fermiers et les paysans, parce que l'économie est tellement effondrée, on revient à un état de la société tellement primaire, où les besoins de base, comme le fait de se nourrir, priment surtout, que en fait, un œuf ou une vache, ça vous permet d'acheter un hôtel particulier sur Kufstein-Am-Straße, donc l'équivalent des Champs-Élysées, parce qu'à un moment donné, tu as beau avoir un magnifique hôtel particulier, si tu ne peux pas bouffer, Ouais, c'est exactement ça. C'est exactement ça, et c'est exactement ce que dit Ludwig von Mises dans son chapitre dans l'action humaine, hein. C'est que la fin du marché libre, la fin du libéralisme sous l'Empire romain, ça va justement créer un exode urbain hallucinant, et ça va recréer en fait des entités un peu autarciques à la campagne, qui vont être à l'opposé de la division du travail hallucinante qu'a fait la grandeur de Rome. Donc tu reviens en fait à une forme primitive en fait d'organisation sociale, où c'est plus à l'échelle de l'Empire, c'est plus à l'échelle de capitale avec 1 million d'habitants qu'était Rome, c'est à l'échelle de domaines ruraux, toi. Et ça c'est extrêmement important, c'est que quand tu reviens, il y a deux choses à dire là-dessus, c'est que le système des latifunda et ce qu'on appelait les villae rustica à l'époque, hein, donc ce sont des grands domaines ruraux terriens, que ça pouvait faire 1000-2000 hectares, hein, c'est des gros trucs, tu vois. Ils vont être peuplés de manière extrêmement rapide, en fait. C'est-à-dire toute la plèbe urbaine, ils vont dégager des villes, ils vont aller se vendre, littéralement, se vendre en tant qu'esclaves dans ces domaines-là. Je ne sais plus comment s'appelait le nom, on appelait ça les colonies, donc un peu les colons en quelque sorte. Donc ils allaient en fait peupler les grandes villas rurales des grands notables romains à l'époque,
et ça permettait en fait d'avoir des îlots autarciques qui subsistaient. Et ce qui est super intéressant, c'est que quand tu arrives à la fin de l'Empire romain, quand tu as un exode urbain qui est extrêmement important, quand tu vas avoir tous ces petits îlots d'économie très très localisés qui vont émerger, ça va donner en fait naissance, ça va créer la matrice de l'époque médiévale qui va venir ensuite, quoi. Et on le voit dès la fin de l'Empire romain. Par exemple, à la fin de l'Empire romain, on dit souvent l'Empire romain disparaît en 476 avec le dernier empereur Augustus, je sais plus quoi, qui est dégagé. Mais il faut bien se rendre compte d'une chose, c'est que l'Empire romain disparaît pas en 476. La structure qui va donner naissance ce qui va donner la période féodale, elle est déjà en place. C'est-à-dire que tu vas avoir les grands centres religieux qui vont déjà être en place, qu'on va appeler les évêchés. Eux, ils vont subsister de l'Empire jusqu'au Moyen-Âge, et tu vas avoir ce qu'on va appeler le domaine, le domaine médiéval, donc la matrice du système féodal, qui est déjà hérité justement de l'Empire romain. Et le système économique qu'on va appeler, d'ailleurs c'est ce qu'on appelle l'économie domaniale en histoire médiévale, c'est justement ces petits îlots autarciques où il y a t'as le seigneur, t'as le grand propriétaire terrien, la charge elle est soit héréditaire ou soit elle s'achète, et lui va avoir son ensemble de métayers, d'esclaves, etc. Le statut va juste évoluer, on va passer d'esclaves sous l'Antiquité au statut de serfs et de métayers à l'époque médiévale, mais c'est ce qui va subsister en fait. Et de la fin de l'Empire romain, donc du 5e siècle jusqu'au 11e siècle, donc jusqu'aux années 1000, comme sur 500 ans, l'économie domaniale elle va perdurer en fait. Elle va perdurer. Et après les années 1000, à l'époque médiévale, on va changer de mode d'organisation. On va plutôt passer sur des grandes seigneuries, les baronnies, les duchés, les comtés, etc. Mais en 500 ans, il faut se dire une chose, c'est que la fin de l'Empire romain, la grande déliquescence de la société romaine, elle s'est passée sur à peu près 500 ans, quoi. Et on a, pendant toute la période médiévale, pendant tout le haut Moyen-Âge, on a subi en fait les conséquences de l'interventionnisme politique romain pendant 500 ans en Europe, quoi. Et ça, c'est super intéressant. Et Ludwig von Mises en parle bien dans l'Action humaine, et je pense qu'il a totalement raison d'ailleurs de faire cette analyse-là. Et il y a d'autres historiens d'ailleurs, et je cite un peu aussi ce que vont dire d'autres historiens là-dessus, parce qu'ils ont, à mon sens, aussi beaucoup raison. C'est qu'ils vont se dire, c'est que l'Empire romain a failli, il a disparu, mais l'organisation un peu autarcique, un peu décentralisée justement qu'on va avoir, qui va popper à cette période-là, ça a permis justement à la population d'être ultra résiliente en fait. Donc ça va ils vont résister beaucoup plus facilement aux crises, ils vont résister beaucoup plus facilement aux invasions. D'ailleurs, il y a beaucoup d'historiens qui disent que si l'héritage un peu romain a perduré, c'est parce que du coup le modèle social a éclaté et c'est totalement décentralisé en fait, et qu'il y a eu des petits îlots comme ça de résistance où la culture gallo-romaine a un peu subsisté, quoi. Donc toi, il y a un peu les deux, quoi. C'est assez intéressant. Donc si je veux faire vraiment de manière simpliste, en gros, il y a eu des empereurs qui ont utilisé un petit peu, entre guillemets, le cheat code parce qu'ils étaient un petit peu feignants, qu'ils n'étaient pas bons et qui comprenaient rien à ce qui se passait. Donc, du coup, ils ont commencé à dévaluer la monnaie. Ensuite, quand il y a eu dévaluation de la monnaie, il y a eu augmentation des prix, donc inflation. Quand il y a eu inflation, ils se sont trompés sur les causes, sciemment ou pas, et ils ont commencé à accélérer l'interventionnisme de l'État, donc à limiter l'augmentation des prix, obliger les gens à faire le même métier que leurs enfants ou que leurs parents, pardon. Et donc, du coup, l'économie a commencé à être complètement à partir en vrille. Du coup, les gens n'avaient même plus de quoi s'acheter à manger et se nourrir. Du coup, il y a commencé à avoir, en plus d'une sorte de décrépissement de l'économie, les gens ont commencé à revenir dans les campagnes pour revenir à des modes de vie un petit peu plus primitifs. Et du coup, en plus de l'effet qu'il y a eu sur l'économie, bah, ça a complètement cassé la société romaine comme elle était avant, n'est-ce pas? Ouais, c'est ça. Juste pour te citer un peu ce que disait Ludwig von Mises dans le texte, pour te citer comment lui, il a résumé le truc en 4 lignes. Il disait la combinaison d'un système de prix maximum, donc le contrôle des prix dont on parlait tout à l'heure de Dioclétien, avec la dégradation de la monnaie, donc déflation plus interventionnisme étatique, provoqua la paralysie complète tant de la production que de la commercialisation des denrées alimentaires essentielles dans les villes.
Donc, toi, c'est commerce et production qui ont été les deux impactés par tout ça. Et après, Mises, il conclut en disant ça a mené à la désintégration de l'organisation sociale et sociétale de l'activité économique. Donc, tout s'est effondré à cause de ça, quoi. Et il faut se rendre compte aussi d'une chose, c'est que et ça c'est il en parlait pas dans ce passage-là, Ludwig von Mises. Mais pour lui, la civilisation ne repose que sur le libéralisme et le marché libre, en fait. Il faut laisser les gens libres de construire justement la civilisation par le marché libre, parce que il y a que comme ça que ça peut se faire, et c'est un équilibre qui est extrêmement fragile. C'est-à-dire que dès que tu commences à mettre un peu d'interventionnisme, c'est la route. Justement, transition absolument parfaite. Je voulais revenir sur exactement ce point-là. Il y a un point qu'on n'a pas trop abordé, sur lequel on est passé très très rapidement au début. C'est que ce qui a fait en grande partie le succès de la République et ensuite de l'Empire romain, c'est ses institutions. Il faut voir que l'Empire romain est héritier du monde hellénique, du monde grec. Et donc, il se constitue déjà à l'époque de la République tout simplement un concept de république à partir d'une loi avec une forme de séparation des pouvoirs. Déjà, il y a des magistrats, il y a des sénateurs, il y a en fait des institutions, on va dire qu'on pourrait dire proto-libérales. Probablement un des premiers libéraux de l'histoire de la pensée occidentale, Cicéron, est un consul romain, un jurisconsul romain. Et déjà à l'époque, il dit nous ne sommes esclaves des lois que pour être libres, ou quelque chose comme ça. Donc il y a déjà dans l'Empire romain, il y a cette idée que on va pouvoir créer de la prospérité, de la paix et de la division du travail et créer ce mouvement de civilisation que décrit Ulrich depuis tout à l'heure, grâce à ces institutions sociales. Et dans une présentation que j'avais fait à Surfing Bitcoin justement en 2023, en présentant les travaux d'un gestionnaire de hedge fund, du plus gros hedge fund du monde, qui s'appelle Bridgewater, le gestionnaire en question qui s'appelle Ray Dalio, a écrit un livre qui s'appelle, je crois que c'est Conseil pour naviguer le nouvel ordre mondial, pourquoi les nations croissent et faillissent. Ouais. Alors, c'est à peu près ça qui serait traduit en français le titre. Vous le retrouvez sur Internet, je ne l'ai pas exactement en tête. Et notamment, il présente donc ça, ce que GG vient d'afficher, c'est une slide que j'avais dans la présentation que j'avais faite en 2023, et où en fait, il représente dans un repère normé avec donc une sorte de mesure de l'évolution de différents facteurs dans plein d'empires différents. Et donc là, ce qu'on voit, en fait, c'est la moyenne de tous ces facteurs dans tous les empires qu'il étudie. Donc, les empires en question, c'est l'empire hollandais, donc au XVIe siècle, l'empire britannique au XVIIIe, XIXe, l'empire américain ensuite au XXe siècle. Et ce qu'il essaye d'expliquer à l'époque, c'est qu'il y a une sorte d'évolution archétypale de tous les empires, qu'il y a toujours certains facteurs qui décollent en premier, qui permettent leur prospérité, et qu'une fois qu'on arrive à une apogée, pareil, le déclin va se faire selon un certain ordre. Et au début, à la racine de cette prospérité, il y a toujours les institutions, l'innovation, l'éducation, qui ensuite vont permettre de créer une bonne monnaie, des centres financiers, un pouvoir militaire, qui vont pouvoir créer des conquêtes, etc., etc. Et alors, juste pour finir là-dessus, on va faire un exercice un petit peu périlleux. On va essayer de mettre Ray Dalio, Mises et Graeber dans la même explication. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, Graeber, c'est un turbo-marxiste qui est mort il y a quelques années, qui avait écrit un bouquin qui s'appelle Dette, 5000 ans d'histoire. Dans lequel David Graeber David Graeber. Ouais, ok. Et dans lequel il y a plein de conneries économiques. Par contre, il y a plein de faits anthropologiques et historiques qui sont très intéressants. Et notamment, il y a un truc qu'il explique dans son bouquin qui m'avait beaucoup marqué, où il prend par exemple l'exemple de l'Empire d'Alexandre. Je ne sais pas s'il parle de l'Empire romain spécifiquement dans son livre, mais où en fait il explique que, si je réinterprète ce qu'il dit, à l'époque, l'essentiel de la richesse, parce qu'il y avait un certain niveau de division du travail, il y avait un artisanat, il y avait du commerce, mais on n'est pas dans des économies qui ont un niveau d'investissement en capital et de gain de productivité par la formation de capital physique qui peut être énorme et très rapide. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'une grande partie quand même de la richesse de l'Empire romain, elle vient aussi des conquêtes. Et ce qui a permis notamment l'expansion de l'Empire romain
autant, et c'était pareil pour Alexandre, et c'était pareil pour la plupart des empires, c'est cette espèce de mouvement où, en fait, encore une fois, on paye les soldats avec de la bonne monnaie, en monnaie or, en monnaie argent. On va aller taper sur la gueule du voisin. Ensuite, une fois qu'on l'a conquis, on va lui soumettre un impôt. On va taxer la population qui est intégrée à l'Empire parce qu'elle vient d'être conquise. Ou alors, on va le piller complètement. Et d'ailleurs, très souvent, et c'était notamment le cas à l'époque de l'Empire romain, on va saisir ces mines, ce qui va permettre de récupérer plus de métaux précieux, de créer de l'argent, et quelque part, sans que ça fasse trop d'inflation, parce que la sphère de l'économie a aussi énormément augmenté. On a ramené beaucoup plus de personnes dans l'économie, on a ramené beaucoup plus de travailleurs, donc plus de division du travail, plus de produits, plus de production agricole, plus d'artisanat. Et donc, il y a cette espèce de mouvement où on récupère des mines, la masse monétaire augmente, ça permet de payer plus de soldats, ça permet d'aller conquérir plus de territoires, et tout ça continue. Et en fait, le problème qu'on voit avec ces empires-là, et qu'on voit très bien avec le récit historique que Ulrich a fait de l'Empire romain, c'est qu'une fois qu'on atteint cet apogée de la Pax Romana, que l'Empire arrête de s'étendre, parce qu'il a déjà du mal, de toute manière, à protéger les frontières dans lesquelles il s'est arrêté à ce moment-là, on se retrouve avec ce phénomène et ce système qui s'inverse dans l'autre sens, où pour essayer de maintenir le même niveau de prospérité, en fait, on hypothèque la valeur future en faisant de la dévaluation, en prenant de la dette, en consommant le capital qui existe aujourd'hui, on arrête d'investir, il y a une baisse des préférences temporelles à cause de l'inflation, etc., etc. Et très rapidement, en fait, on voit du coup l'effondrement de la puissance militaire qui va de pair avec l'effondrement de l'économie, qui va lui-même être compensé par de l'inflation, compensé par de la surconsommation de capital, une perte d'investissement, et dans une sorte de cercle vicieux qui ne finit que par s'arrêter par l'effondrement de la civilisation en question. Et effectivement, c'est très intéressant de voir que à l'époque de Marc Aurèle ou d'autres empereurs, ils avaient absolument aucune idée que ça allait pouvoir arriver. C'est-à-dire que quand ils arrêtent les campagnes guerrières, lorsqu'ils arrêtent de vouloir étendre les frontières de l'Empire, c'est perçu comme une décision très sage, très noble et très bien accueillie par une grande partie de la population. Alors, pas les gens qui fêtent les victoires militaires quand les gens reviennent de campagne, etc., parce qu'ils ne comprennent pas ce qui se passe, hein. Ils ne sont pas sur le champ de bataille, ils ne voient pas la réalité de la guerre, etc. Mais en tout cas, pour les soldats, pour les empereurs, pour les sénateurs, pour les grands administrateurs, etc., c'est une très bonne décision d'arrêter ces folles campagnes militaires qui coûtent super cher, etc., qui tuent la jeunesse, etc., etc. Et pourtant, quelque part, d'une certaine manière, c'est aussi ça qui va précipiter la chute inévitable, parce que s'ils arrêtent, en fait, ils essayent de faire une transition de modèle économique sans le remplacer par un autre modèle économique. C'est-à-dire qu'à la limite, pour qu'ils gardent leur niveau de prospérité, il aurait fallu qu'ils fassent du Milley, quoi, qu'ils partent dans du turbolibéralisme pour gagner une sorte de prospérité économique par plus de commerce, plus d'investissement, plus d'artisanat, plus de division du travail. Et en fait, ils ne se rendent pas tellement compte que cette économie militaire, d'où vient une grande partie des surplus économiques qui sont générés, si on l'arrête comme ça d'un coup d'un seul, on ne va pas pouvoir la remplacer par de la dette et de l'inflation. Sinon, ça va tout détruire. Il faut arriver à faire une transition de modèle, et c'est en général dans l'histoire quelque chose de quasiment impossible à faire, parce que ça implique de changer complètement les institutions, de redistribuer le pouvoir politique, de par exemple dire maintenant c'est plus les sénateurs, les empereurs et les militaires qui vont avoir le pouvoir, ça va être les bourgeois, ça va être les classes commerçantes, ça va être les navigateurs, ça va être éventuellement les artisans. Et en général, cette espèce de transition de pouvoir d'ordre politique, il est quasiment impossible à faire parce qu'il faut un courage politique dingue pour arriver à le faire. Et je terminerai juste là-dessus. C'est exactement ce qu'on voit aujourd'hui en Chine. Ok. Super analyse. Vas-y. Je vais juste rajouter un petit complément assez rapide à ce que vient de dire Théo, qui est génial. Il y a certains historiens d'ailleurs qui expliquent les invasions barbares comme ça en fait. C'est l'arrêt des guerres extérieures. Donc du coup, faut se dire aussi une chose, c'est que les guerres extérieures à l'époque, c'est pas uniquement se foutre sur la gueule, c'est aussi beaucoup d'échanges en fait avec les populations, etc. Et avec l'arrêt des guerres extérieures de Rome, les barbares, des peuples en dehors du limes romain, donc en dehors de la frontière romaine, ils avaient moins d'échanges avec Rome. Donc eux, ils profitaient moins du commerce avec Rome, et ça les emmerdait. Et il y a certains historiens antiquisants romains qui expliquent en fait les invasions barbares comme ça. C'est-à-dire que eux, ils ne profitaient plus de la coopération avec Rome, de la division du travail. Donc en fait, ils ont évolué vers une forme beaucoup plus primitive
pour acquérir leurs ressources, qui était la prédation. Et en fait, certains ont expliqué les invasions barbares par la fin du commerce de Rome avec les barbares, en fait. Tu vois un peu tu peux tirer le fil comme ça de manière assez hallucinante, quoi. Oui, la nature a peur du vide, il faut remplacer un système par un autre. Alors, juste avant, pour qu'on enchaîne et qu'on continue d'analyser un petit peu les parallèles entre la chute de Rome et le monde dans lequel on vit aujourd'hui, j'ai envie de faire monter sur scène notre ami David, parce qu'il est spécialiste en monnaie inflationniste, et je crois, donc je voulais te faire monter un petit peu plus à la fin, mais après, tu ne seras pas dispo. Donc, David, n'hésite pas à nous apporter un petit peu, c'est des sujets que tu connais pas mal. Vous m'entendez, les gars? Ouais, c'est bon, on entend bien. Parfait. J'ai pris quelques notes. Merci, super, très intéressant. Merci les gars pour cette superbe analyse là, de la chute de Rome. Et j'ai pris quelques notes pendant... désolé, mon éclairage n'est pas comme d'habitude. Je n'ai pas le même éclairage que d'habitude, alors je suis tout blanc. Mais je crois qu'on va voir les... Ouais, on va voir Tu es éblouissant. Oui, je suis éblouissant. Donc, j'ai pris quelques notes et dans les sujets que vous avez couverts, j'ai des pièces là, qui représentent. Donc, je voulais juste rapidement vous les montrer. Je commence par Marc Aurèle. On parlait que c'est une pièce, c'était des belles pièces où il y avait de l'argent à ce moment-là. Ben, ça, c'est une pièce superbe et toute brillante. C'est une belle pièce en argent. Donc là, on était encore dans la splendeur de Rome. Hein. C'était vraiment à l'apogée encore. Exactement. Ça, c'est l'épogée c'est vraiment 180 après Jésus-Christ, l'épogée de la Pax Romana dont on parlait tout à l'heure. Et c'est exactement à ce moment-là que c'est la période dont on parlait, de la fin des conquêtes militaires. On en a marre de se battre, on arrête le limes dont parlait Ulrich, les frontières de l'Empire, et ça paraît jusque sur les pièces. Elles sont superbes. Et à côté, je vous mets un Antonio Ninien. OK? Vous voyez, il est juste un petit peu plus gros. Puis il est supposé de valoir 2 deniers et il est complètement pété. Il n'y a plus du tout d'argent dessus. C'est une espèce de cœur de comment on appelle ça, de billon, je pense. Je me souviens plus du nom, mais c'est une espèce d'un alliage pas du tout noble. Toi, tu le sens là déjà au toucher, quoi? Ouais, ben on le voit en fait, peut-être dans la caméra, c'est pas évident, mais il est brun, il n'est pas du tout argent comme le. Et ça, c'est combien de temps après ça? Ben, ça, c'est sous Caracalla. Fin du 3e siècle, 4e siècle. OK, donc c'est 400 ans plus tard. 200 ans plus tard. Ça, mettons 180, puis là, c'est peut-être même 200. Non, c'est 100 ans plus tard, en fait, parce que c'est peut-être 285 ou 305, mettons, là, c'est dans ces eaux-là. Donc, il y a vraiment une énorme différence, on le voit. Et il essayait de passer l'antoninien pour 2 demi. Fait que ça c'était le premier truc. L'autre chose au sujet de la dévaluation, c'est en Égypte, la différence des tétradrachmes. Donc, on a le format du tétradrachme grec original. Et à côté, j'ai un tétradrachme de la fin du 3e siècle ou du 4e siècle égyptien. OK, c'est supposé être le même dénominateur. Et il n'est pas du tout en argent, il est en espèce de cuivre ou de bronze, tout. Ouais, tout c'est du laiton, ouais. C'est ça, de l'argent, le laiton. Donc, non seulement la taille et le poids et la largeur ont baissé, et en plus, ils ont changé le métal utilisé, quoi. Et donc, la statistique pour le prix, là, on le sait à cause du décret de Dioclétien, justement, puis on connaît les prix d'origine du blé, disons, à l'époque des Grecs. Sur 400 ans, 3 ou 400 ans, le prix du blé a fait fois 1 million sur ces 4 ans-là, ce qui équivaut à peu près à 5 d'inflation par année, mais c'était surtout à la fin, justement au 3e et au 4e siècle, que c'était au début genre 7-8 par année, puis après ça, c'était comme 20 par année dans les dernières années. Ça a fait une espèce d'inflation de 1 million de fois le prix calculé en tétradrachme. Juste, David, il y a un tout petit peu de grain. Essaye de ne pas trop faire bouger ton micro, s'il te plaît. Pardon. Merci. Et juste un truc, David, je vais être un peu chiant. Drachme. Oui, drachme. Merci. Moi, je lis, j'ai jamais entendu ces mots-là. Mais ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que toi, c'est toujours graduel et à la fin, c'est soudain. Oui. C'est toujours comme ça, c'est hallucinant. Quoi. Ça frotte sur mon... C'est pour ça, le grain, désolé. Ensuite, il me reste 2 trucs à vous dire. Ah oui, pour les castes, Ulrich, je voulais juste ajouter que les castes héréditaires, c'était aussi parce que les fermiers... tous les corps de métier refusaient d'être payés en monnaie dévaluée.
Fait qu'ils ont dit, OK, ben, tu peux plus sortir de ta terre, puis ton fils non plus, et ainsi de suite. Donc, en plus de ce que tu as dit, c'est que les gens refusaient à terme d'être payés. Oui, le sound money, vous parlez des sons, mais je l'ai ici. Là. Ça, c'est un dollar US en récent, en argent. Ça, c'est vraiment un vrai thaler. C'est un thaler autrichien du 18e siècle, de la fin du 18e siècle. Et je peux vous, peut-être, je ne sais pas si vous allez entendre, mais je ne sais pas si vous entendez la belle, les deux, mal, hein. je fais le deuxième. C'est pas la même tonalité, mais les deux, ils ont beaucoup d'argent dedans. Ça fait un super beau son. C'est comme ça qu'on testait. Et le dollar américain, là, c'est de quelle année? 2013. Il y avait encore de l'argent? Il y avait encore de l'argent Non, mais ça, c'est du billon. En fait, c'est du bullion. C'est comme des lingots, mettons, mais c'est le même format. Regardez, ça, c'est... J'ai un thaler puis un dollar à côté de l'autre. C'est le même format encore aujourd'hui. Celui date de 1793 puis lui, il date de 2013. En fait, ils ont exactement 200, 300 ans de différence. Juste pour décrire, David, parce qu'en Europe, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas du tout fréquent, contrairement à ce qui peut être fait en Amérique du Nord. La pièce qui vient de montrer là, en fait, c'est des pièces d'argent qui sont frappées par des mints américaines. Et vous pouvez encore acheter aux États-Unis des pièces d'or, des pièces d'argent, comme des louis d'or ou des Napoléons d'or, ce qui n'existe absolument pas en Europe, peut-être en Suisse, remarque, mais sinon en France. On en fait aussi au Canada de ce genre de pièces-là, puis en or aussi. Mais et donc, je crois tout ça pour dire que c'est pas un dollar au sens $1, quoi. Mais non, okay. Non, en effet, non, ça vaut. Ça coûte qu'à peu près 30 ou 40 $ à acheter. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que c'est le format initial du dollar. C'est ça la. C'est vrai, en plus. En fait, ça, c'est le format initial du dollar. Il vient du thaler et il vient aussi du dollar espagnol que je vous sors ici à l'instant. C'est ce qui a donné le nom au dollar, d'ailleurs. Oui, thaler, le dollar, ça vient de thaler. Et ça, c'est le dollar espagnol à côté du dollar américain. Ça, c'est un dollar espagnol de 19e siècle, de 1817, je pense. Puis ça, c'est le dollar moderne américain, mais c'est comme un lingot, là. C'est une pièce qu'on achète pour investir dans l'argent. Bon. Merci d'avoir clarifié le point, en effet. Petite anecdote là-dessus pour prolonger. La monnaie anglaise, la livre sterling, ça s'appelle la livre sterling parce que l'argent sterling, l'unité de compte à la base lorsqu'elle a été introduite, c'était une livre d'argent. Donc, il faut s'imaginer que 1 GBP, une livre sterling, à l'époque, ça valait l'équivalent d'une livre d'argent. Alors, une livre dans le système à la con là, des anglo-saxons, ça fait combien une livre? Je crois, 454 grammes, non? C'est 450 grammes, c'est ça, quelque chose comme ça. Donc, je n'ai pas le chiffre exact, mais si vous faites la conversion aujourd'hui, ce serait, je ne sais pas combien de centaines de pounds, mais c'est énorme, quoi. Et c'était à 92,7. La dévaluation qu'il y a eu pendant toute l'histoire Et oui, parce que le livre britannique est la monnaie en cours qui est la plus ancienne, on est d'accord. Donc c'est la seule sur laquelle on peut vraiment calculer la vraie inflation des monnaies fiat sur un temps hyper long, quoi. Et même à l'origine, ça baissait les grammes. Hein? Je veux dire, même quand ils l'ont initié, cette mesure cette unité de compte-là, ça baissait déjà. Là, à chaque quelques années, il baissait le nombre de grammes déjà. Je ne sais pas exactement pourquoi, là, mais ça baissait déjà. Donc, la première livre à 3, je pense que c'était 380. C'était pas exactement 450 grammes. Là, il y avait une unité de mesure un peu différente, mais il me semble que c'était ça dans les 300 quelques grammes. Et ça baissait à toutes les quelques années, j'imagine, pour des raisons encore d'inflation. Je n'ai pas creusé ça. Ouais. Et d'ailleurs, juste pour rebondir sur ce que vous disiez là avec GG, le fait est que du coup, la livre sterling dans les monnaies fiat qui existent aujourd'hui est la plus ancienne. Donc c'est celle sur laquelle on peut faire entre guillemets des statistiques à plus long terme. Également aussi parce que la Grande-Bretagne est le premier pays au monde à avoir développé des statistiques modernes assez fines. Quand on fait de l'analyse économique sur des séries de statistiques très longues, c'est en étudiant la Grande-Bretagne et de manière générale l'Empire britannique qu'on a les séries statistiques les plus longues. Ils ont des statistiques déjà jusqu'au début du XVIIIe siècle ou au milieu du XVIIIe siècle de mémoire. Donc c'est vraiment beaucoup plus long que ce qu'on peut trouver par exemple en France ou aux États-Unis. Et également, le point que je voulais faire, c'est que donc, si on regarde la dévaluation en argent de la livre sterling, il ne faut aussi pas oublier que l'argent aussi a une inflation. Parce que l'argent, on en a produit beaucoup plus entre-temps. Donc, ce ne serait même pas une mesure vraiment très exacte de la conservation du pouvoir d'achat. Il
faudrait en plus réintégrer dans le calcul l'inflation de l'argent qui a eu lieu du fait de l'augmentation de son prix qui a mené à plus de production, le fait qu'on lui a trouvé des usages industriels, qu'on est devenu beaucoup plus productif pour arriver à l'extraire, à le produire, à le traiter, etc., etc. Donc en fait, ce serait encore pire que ça. Tout à fait. Puis aussi, le prix est probablement manipulé aussi. Là, c'est de l'argent, là, c'est un marché. Bon. Juste pour conclure sur le chapeau de David, tu sais, il y a des monnaies inflationnistes, oui. Ça s'arrête jamais. C'est pour justement par rapport à le UK, l'Angleterre. Ça, c'est les pennies, la grosseur d'un penny original, les gars. Ça, c'est une scène canadienne pour comparer. Fait que le penny, en fait, ça vient du denier. Hein? C'est un descendant direct du denier. Il était en argent, donc un denarius. Là, quand c'est arrivé en Angleterre, ils ont appelé ça un penny, puis c'était une pièce d'argent. Éventuellement, ils ont fait des pièces en cuivre comme ça, mais c'était énorme, là. C'était des grosses pièces de cuivre. Puis aussi, je compare aujourd'hui avec un centime canadien, le penny a rétréci à travers le temps, encore une fois, par rapport à l'inflation. Évite de venir dans le live pour nous parler du rétrécissement de ton penny, c'est un peu dégueulasse. Je vais essayer. On est sur YouTube, les gars, calmez-vous. Donc, c'est ce que j'avais, les gars, c'est ce que j'avais noté. Peut-être dernier point par rapport au cast, puis qui ne voulaient pas se faire payer, les fermiers de l'époque, par rapport aux villes, tu sais, ils ne voulaient pas se faire payer en monnaie évaluée. C'est la même chose à Weimar, que tu l'as mentionné tantôt, Théo. Éventuellement, pendant Weimar, les fermiers dans les campagnes, ils ont arrêté d'envoyer les denrées dans les villes en disant « Nous, on n'avait plus votre monnaie papier, on va stocker la nourriture puis on va manger pendant que vous allez manger votre monnaie papier. » Fait qu'il y a eu exactement le même parallèle là, à Weimar. Donc, c'est ce que j'avais pour vous, les gars. Je vous laisse, je dois aller chercher mes enfants. Il est tard ici. En fait, il est moins tard que chez vous. C'est l'inverse, c'est l'heure d'aller chercher mes enfants. Mais c'était super, votre live et merci de m'avoir invité et permis de partager un peu ma collection. Merci, les gars. Je vais continuer à vous écouter, par exemple. C'est super intéressant. Super, merci. Merci à toi. Toujours intéressant de t'avoir intervenant. Ok, ouais. Et du coup, j'avais aussi une autre question par rapport à ce qui se passe un peu en ce moment chez nous. Est-ce que vous pensez que fondamentalement, c'est parce qu'il y a des problèmes économiques que les gens utilisent la planche à billets et l'inflation monétaire, ou est-ce que vous pensez que c'est l'inflation monétaire qui entraîne les problèmes économiques? C'est un peu le débat de l'œuf et de la poule, mais tu veux dire à l'époque moderne ou de manière générale? De manière générale, plutôt. De manière générale, moi, en tout cas, personnellement, la manière dont je répondrai à cette question, c'est qu'en général, les périodes, si on reprend les courbes que je montrais tout à l'heure de Dalio, les périodes, et c'est un peu le même, tu sais, des hommes forts créent les temps forts, qui créent des hommes faibles, enfin bref. En fait, c'est-à-dire que tu crées des bonnes institutions, ça te crée un bon socle social, un bon ordre social basé sur la division du travail, la propriété privée, des prix libres et une économie prospère, qui ensuite va créer une sorte de pusillanimité et de complaisance où les gens prennent pour acquis leur puissance, etc., etc. Dans le contexte de la démocratie, par exemple, ça fait qu'ils vont commencer à demander des poneys roses ou de calmer les dieux du climat ou des trucs comme ça. Du coup, tu interviens dans l'économie, ça fout la merde, les gens deviennent de plus en plus pauvres. Pour compenser, ils impriment du fric ou ils prennent de la dette, mais ça corrige pas le problème parce que, entre guillemets, ça se mange pas. Et donc, ils interviennent de plus en plus pour corriger les défaillances de marché, quelque part ce qu'on décrivait tout à l'heure, c'est-à-dire quand on disait par exemple c'est de la faute des commerçants si dans l'époque de Rome, si les prix, si les produits sont pas apportés sur le marché, si les prix correspondent pas à ce que les hommes politiques voudraient qu'ils soient. Et donc en fait l'interventionniste, pour le dire simplement, l'interventionnisme appelle plus d'interventionnisme, mais fondamentalement, je crois que le début du phénomène, c'est surtout que les générations qui héritent de la prospérité qu'ont créée leurs aînés ne comprennent pas les conditions qui ont permis qu'elle existe en premier lieu, et ils prennent ça pour acquis comme si ça venait du génie de leur civilisation, comme si ça venait de la supériorité de leur race, comme si ça venait de la qualité du climat, comme si ça venait de la science, comme si c'était quelque chose qui quelque part était un donné
et ils mésestiment complètement l'importance de l'ordre social, en fait. Totalement, ouais. Ouais, bon, pour l'instant, pour l'exemple de Marc Aurèle, donc concrètement, lui, il faisait du pugilat, il allait se battre, et son fils est sûrement né un petit peu plus vulgairement, je dirais, se torcher le cul dans la soie, et donc du coup, il a pris l'habitude un peu. C'est comme si on allait moi, j'ai tendance quand même à ramener ça à l'utilisation d'une drogue. Ça amène des gains à court terme. Mais, il y a des rendements de 500, ouais. Exactement, mais sur le long terme, en fait, on paye toujours le prix à un moment donné. Ouais. Ouais. Et d'ailleurs, ça me fait penser à quelque chose. Ça n'a absolument rien à voir avec le fait qu'on ait fait Space sur ce sujet-là, mais en ce moment, j'étais en train de lire un livre dont le discours se place à cette époque, qui s'appelle Les Mémoires d'Adrien de Marguerite Yourcenar, qui est en fait une sorte de lettre de grand monologue que Adrien, donc l'empereur dont on parlait de cette époque de la Pax Romana, donc qui vient un peu avant Marc Aurèle, environ 50 ans avant, gros Tchad. Et à un moment donné, justement, sous la plume de Yourcenar, elle lui fait écrire où il parle d'un potentiel successeur qui pourrait désigner comme son successeur dans l'Empire romain, où en fait, il dit qu'il ne veut pas le sélectionner parce qu'il a une éducation princière, ce qui, selon lui, est la pire de toutes les éducations qui puissent exister. Donc ça revient un peu à ce que tu disais, GG, c'est-à-dire, quelque part... quelqu'un se fait par lui-même et devient un empereur, devient un capitaliste, devient un entrepreneur successful, etc., etc. Puis, entre guillemets, il va ensuite élever ses enfants, par exemple, dans une sorte de prospérité. Ils n'ont jamais rien vécu, mais ils vont quand même hériter du pouvoir. Et d'ailleurs, fait très intéressant, à l'époque de la Pax Romana, donc cette période de prospérité romaine dont on parlait, en général, les successeurs étaient adoptés et désignés, et c'était beaucoup moins héréditaire. C'est-à-dire que, par exemple, on a cité Auguste, qui est le fils adoptif de César. Et d'ailleurs, juste petite précision, les titres Auguste, César, etc. sont des titres. On a dit un peu plus tôt, tu disais à un moment, GG, qu'il y avait avec les empereurs, il y avait une très forte concentration des pouvoirs. C'est à la fois vrai et pas tout à fait vrai, dans le sens où il y avait déjà une idée de séparation des pouvoirs dans les titres qu'on donnait à l'empereur dans l'Empire romain. Et en fait, il y avait plusieurs Césars à une même époque, par exemple. Il y avait un empereur qui était dépositaire du pouvoir clérical, du pouvoir militaire et du pouvoir politique/économique. Mais ce pouvoir pouvait être aussi distribué avec, en gros, Auguste et César, qui en fait sont des rangs, d'une certaine manière, dans la hiérarchie administrative et politique romaine. Ça, c'est vrai pendant la tétrarchie, par exemple, où tu avais un système à 4 co-empereurs. Certains étaient Augustes, tu avais les premiers parmi les Augustes en plus, et tu avais les autres qui étaient César. Mais César, c'était un empereur moins, juste un peu moins. Et juste une chose que je voulais rajouter, parce que par rapport à Adrien, par rapport à la Pax Romana, etc., faut aussi pas oublier une chose, c'est que le modèle romain, d'ailleurs c'est ce qui a fait le succès de la République et ensuite de l'Empire, était basé sur le modèle du citoyen-soldat. Donc le citoyen-soldat, c'était le citoyen romain qui passait 5, 10, 15 ans dans les légions romaines, qui allait voir du pays, qui allait batailler, qui allait auxir du barbare sur les champs de bataille. Et après, une fois son service terminé, s'il était encore vivant, il avait le droit à son petit lopin de terre sur les terres latines, à Rome, toi. Donc il y avait tout un modèle qui récompensait en fait tout simplement les hommes forts. C'était comme ça que ça marchait. Et après, à partir du moment où ce modèle du citoyen soldat romain va commencer à péricliter, donc on peut l'identifier de différentes manières. Par exemple, la citoyenneté romaine, à partir du moment où elle a été élargie aux provinces romaines, donc par exemple à la province ibérique, aux Gaulois, etc., tu as eu une perte en fait de sens de ce que c'était d'être un citoyen romain. Et à partir du moment où les empereurs romains vont commencer à incorporer dans les légions romaines ce qu'on va appeler les auxiliaires, donc en fait des soldats étrangers dans les légions romaines, tu vas en fait avoir aussi une perte de sens de ce modèle-là, quoi, du citoyen soldat, et ça va tout simplement saper petit à petit la société dans son entièreté, quoi. Ouais, mais c'est très intéressant le parallèle que tu faisais avec les familles, parce que ça, c'est juste un truc pour rajouter un dernier parallèle, quoi, immigration de masse. Ouais,
Mais ouais, c'était intéressant le parallèle que tu faisais, Théo, avec la famille, parce que ça en fait, on a un peu plus de données là-dessus, parce que ça se passe sur une échelle de temps qui est beaucoup plus limitée. Mais en général, c'est dans 80% des cas, la fortune du mec qui a été un petit peu entrepreneur, tout ça. Donc, il y a un patriarche, en fait, qui a créé la fortune. Derrière, tu as le fils qui l'a soit entretenu, soit qui l'a fait stagner. Et derrière, en général, c'est souvent la 3e ou la 4e génération. Et je crois que c'est à partir de la 3e génération, 80% de la fortune a été dilapidée. Et aussi le parallèle sur les hommes forts, je pense que c'est l'une des raisons aussi pour laquelle l'Empire romain a tenu aussi longtemps. C'est qu'il y avait vraiment une culture qui était philosophique, qui était sur les sports de combat, la conquête, les armes, la guerre, comme tu viens de le dire, Ulrich. Et quand on voit un petit peu le physique et la physionomie des mecs qui tiennent le système Fiat aujourd'hui, je pensais à comment il s'appelle, le mec qui est le patron de la Augustin. banque Augustin, c'est ça. Gros Augustin. Gros Augustin, donc qui est le patron de la banque Augustin de Carstens, Settlement. ceux qui veulent aller voir à quoi ça ressemble. Voilà. On a Jean-Michel Larcher, le mec du Sénat. Enfin, je pense que cette perte de la connexion entre le cerveau et le corps est très. Et c'est un effet totalement négatif sur la société. Même au-delà du corps, tu vois, ce qu'on disait en fait aussi, c'est que dans la plus belle période de l'Empire romain, c'est un système méritocratique. C'est-à-dire que je pense que tu vois, des sociétés sont capables de produire des hommes très compétents et très bons, mais dans les déliquescences civilisationnelles, ces mecs-là, ils restent planqués ou ils se barrent, mais ils accèdent jamais au pouvoir. Effectivement, on se récupère des gros Augustins, des Larchers, des machins. C'est les plus médiocres d'entre nous qui finalement accèdent au pouvoir parce que le système de promotion sociale, d'ascenseur social, entre guillemets, il est cassé. Il va pas dans le bon sens. Ouais, ça, c'est comme on dit souvent, comme on dit encore aujourd'hui, c'est le dernier îlot de raison qu'on a encore en France, c'est l'armée française. Tu vois, c'est comme si tu as toujours ces mecs-là, ils sont toujours. Ça, c'est une chose qu'il faut se dire, c'est que c'est des personnages qui sont pas inexistants. Ils sont existants, tu vois. C'est juste comme dit Théo, ils n'ont pas l'accès au poste qu'ils devraient avoir, tu vois. Ils gouvernaient le monde avant, ces gens-là, ils le gouvernent plus, tu vois. Mais demain, ils vont le regouverner, tu vois, d'une manière ou d'une autre. Mais c'est cyclique, quoi. C'est les fameux hommes faibles qui créent les hommes forts qui vont créer les temps prospères, qui vont créer les hommes faibles, etc., quoi. C'est cyclique. Après, voilà, je pense qu'il faut pas verser dans le pessimisme ambiant. Je pense qu'il y a des personnalités comme ça qui sont existantes, qui sont peut-être même en attente, en fait, tout simplement de monter. Toi, par exemple, quand t'as des mecs qui sortent de nulle part comme des Millet en Argentine, c'est des mecs qui sont dans l'ombre, en fait. C'est juste que les circonstances et le temps les a pas encore appelés à faire ce qu'ils devaient faire. Mais quand ça sera le cas, ils seront là, toi. Toi, par exemple, le Millet français, il était déjà parmi nous, qu'on ne sait même pas, toi. Donc, faut qu'on aille voir dans les salles de sport ou dans les clubs de MMA. Peut-être que ce sera Benoît Saint-Denis, je sais pas. Il a pas l'air d'être très philosophe, le mec, mais sait-on jamais. Et j'ai une dernière question. Là, on a peut-être 10 minutes, un quart d'heure pour clôturer, pour pas qu'on traîne trop. Alors, du coup, on disait tout à l'heure que pendant le déclin de l'Empire romain, ils n'avaient pas de notion d'économie, ils n'avaient pas encore assez d'histoire et de choses à analyser pour comprendre que le fait qu'ils dévaluent la monnaie, ça casse complètement l'économie et que c'est un effet néfaste. Mais aujourd'hui, on a quand même, on est 2000 ans après presque, presque 2000 ans après. Et en fait, on a des exemples historiques. On a la République de Weimar, on a des épisodes d'hyperinflation en France, un petit peu partout dans le monde. Est-ce que vous pensez que les gens qui sont au pouvoir actuellement, c'est qu'ils ne sont pas assez éduqués, c'est qu'ils ferment les yeux et que du coup, ils font un petit peu exprès de pas se rendre compte de ces choses-là. Moi, je fais un petit peu le parallèle avec le communisme. Le communisme, on sait très bien que ça marche pas. Ça fait presque 150 ans qu'on essaye de le faire un peu partout dans le monde et ça n'a jamais marché. Mais il y a quand même des gens qui continuent à y croire et j'ai l'impression que l'inflation et la dévaluation monétaire, c'est un petit peu la même chose. On a plein de preuves que ça ne fonctionne pas, mais les gens continuent quand même à le faire. Alors, est-ce que c'est parce que est-ce que vous pensez qu'il y a mentalement,
est-ce que vous pensez que c'est qu'ils n'ont pas analysé cette chose-là, ou est-ce que juste Alors, en fait, c'est très simple. C'est juste que ton gouvernement, il en a rien à foutre de toi. Il en a rien à foutre de la prospérité de la nation. Un homme politique, son but, c'est lui d'avoir le pouvoir. Et ces gens-là, surtout dans les périodes de déliquescence civilisationnelle, entre guillemets, ils préfèrent régner sur les cendres que participer à un système vertueux, fonctionnel et prospère. Et donc, en fait, si tu sors de la prémisse qui consiste à penser qu'un homme politique, c'est un mec désintéressé qui est là pour faire ton propre bien, c'est assez évident que ces gars-là, en fait, je pense qu'ils certains sont suffisamment médiocres. En fait, on revient à ce qu'on disait avant, c'est-à-dire que vu qu'on est dans des systèmes aussi où on fait arriver des gens médiocres au pouvoir, certains sont suffisamment médiocres et manquent tellement de culture et de profondeur historique qu'ils sont même pas au courant des mécanismes économiques de base ou des exemples économiques qu'on constitue, mais beaucoup d'entre eux ont suffisamment de culture pour ça. Si je prends Emmanuel Macron, par exemple, l'Empire romain, il connaît, je vous assure. Et à mon avis, juste, il n'en a rien à battre. Et enfin, un dernier truc, le fait est que quand tu... comment dire ? Quand tu... bon, ça va me revenir. Peut-être tu voulais rajouter surtout quelque chose. Les incentives sont à court terme, dans le sens où je vais partager l'écran. J'ai fait une interview de Philippe, l'héritier prince de Serbie, qui lui est aussi bitcoiner. Et on discutait de ça avec lui. Il nous disait que les incentives, quand tu es un homme politique, c'est d'être élu, de faire ton mandat. Et donc, du coup, en fait, ils ont une horizon de temps qui est très limitée. Donc, en fait, l'objectif, c'est de se faire réélire. Donc, pour se faire réélire, il faut investir beaucoup, lâcher beaucoup d'argent aux gens. Et en fait, on n'a pas une vision à long terme, parce que les mecs, ils sont réélus tous les 4 ou 5 ans. Exactement ça. Tu as une étape préalable qui consiste à piller. C'est-à-dire qu'un mandat démocratique de 4 ans, par exemple, tu pilles pendant 2 ans. Alors, directement ou indirectement, souvent, tu vas juste filer à tes copains qui vont te redonner après. Une fois que tu prends pas l'argent directement parce que ça se voit trop. Donc, tu le files à tes potes, et puis comme ça, ils vont te le rendre de manière détournée quand tu auras quitté le pouvoir. Je vous invite à regarder, par exemple, les émoluments que touchent des gens comme Sarkozy, Janet Yellen, etc., pour aller donner des conférences complètement inintéressantes auprès d'institutions ou de sommets à la con dans à peu près n'importe où dans le monde. C'est pas, on paye pas Sarkozy un demi-million pour aller parler pendant 1 heure, parce que c'est ce que ça vaut le discours. C'est juste qu'il est en train de récupérer les faveurs qu'il avait données quand il était au pouvoir. Donc, il fait ça pendant 2 ans, et après, il distribue de l'argent qui n'existe pas, c'est-à-dire les impôts que vous allez payer dans le futur, comme tu disais tout à l'heure, pour être réélu ensuite. Ouais. Après, il y a juste une chose aussi qu'il faut se dire, c'est que les élites qui vont nous diriger, soit ils sont ultra cyniques, soit ils sont ultra cons, toi. Mais moi, je pense pas qu'ils soient. C'est des personnes qui sont quand même assez compétentes dans ce qu'elles font. Même si ce qu'elles font, c'est une bulle technocratique qui a aucun sens, et c'est vraiment du bullshit job, tu vois. Mais ce sont vraiment des personnes connes, tu vois. Après, ça veut pas forcément dire qu'elles comprennent justement tous les tenants et les aboutissants des politiques qu'elles font, quoi. Après, il y a 2 choses aussi. Je pense qu'il faut faire la distinction. Tu as celui qui est élu, et tu as le bureaucrate qui, lui, peu importe les administrations qui vont passer, lui, il va rester, toi. Et là, tu as 2 niveaux de compétence ou d'incompétence qui sont à distinguer, parce que le bureaucrate, des fois, il peut être même plus néfaste que le simple élu qui va passer tous les 4-5 ans, toi. Donc, il y a compte à personne, le bureaucrate non élu. C'est tout le principe, ouais. On chie souvent sur la démocratie pour le côté très court-termiste et le côté très électoraliste, mais il y a tout le système bureaucratique qui est sous-jacent, ce que certains pourraient appeler le deep state, en fait, qui font tout en sorte pour mettre en place un jargon ultra complexe, une technicité d'ailleurs qui n'est même pas nécessaire à la gestion de l'État, pour justement légitimer leur expertise et justement légitimer leur rôle d'année en année, peu importe la couleur politique qui va passer, quoi. Et d'ailleurs, personne ne comprend comment ça fonctionne, les ramifications, les propositions de loi. C'est fait exprès. C'est quand on te sort un code pénal qui fait 5000 pages, etc. C'est qu'il y a une complexification qui est voulue, en fait, pour justement aussi dissuader des personnes qui seraient hors système de venir dans le système pour le réformer, toi. Pour les dissuader parce que c'est trop technique, parce qu'ils n'ont pas la formation, etc. Toi. Et d'ailleurs, pour apporter un dernier élément de réponse à ta question, GG, si ça continue à revenir à l'inflation et cette gestion de la monnaie et de l'État de manière générale
malgré le fait qu'on ait tant d'exemples historiques, c'est aussi parce que the people is retarded. C'est-à-dire que là, on parle de ça entre bitcoiners, etc. Mais sors dans la rue et va demander aux gens c'est quoi la République de Weimar, c'est quoi l'Empire romain, il s'est passé quoi ces 100 dernières années en Argentine, etc. Les gens ne savent juste pas, en fait. Il y a aussi un manque, entre guillemets, à certaines époques, pas tout le temps, mais à certaines époques, notamment dans les démocraties, quand le peuple est censé être souverain, s'il ne comprend pas le diagnostic, s'il ne comprend pas les phénomènes économiques et sociaux, de toute façon, tu es foutu, quoi. Parce que le démagogue va pouvoir l'agiter exactement dans le sens qu'il veut, par des propositions qui vont toucher sur le pathos, sur l'émotionnel. Il n'y a aucune capacité de rationalisation des conséquences des décisions politiques qui vont être prises. Ouais. Pour conclure, tu vois, par exemple, en Suisse, tu vois, c'est vachement intéressant, tu vois, le mec qui est au fin fond de sa montagne en Suisse et qui élève des vaches, il comprend l'inflation, quoi. Alors que le CSP+ parisien qui gagne watt 1000 euros par an, en général, il a pas ce bon sens-là, ni la culture qu'il faudrait pour arriver à comprendre. Ouais, faut juste lire en fait la route de la servitude de Hayek et la présomption fatale pour comprendre justement ce que vient de dire Théo, quoi. C'est les mouvements collectivistes dans l'histoire vont justement faire appel au pathos, ils vont aller chercher les crédules, ils vont aller chercher tous ces gens qui sont un peu cons, qui comprennent pas les choses, tu vois. Voilà, pour justement avoir le pouvoir, tu vois. Et comme va dire Hayek, mais aussi comme disait Ludwig von Mises, etc., c'est que le libéralisme, donc comprendre le libéralisme, c'est extrêmement simple, hein. Par contre, c'est extrêmement exigeant aussi parce que ça te force, toi, à reconnaître que toi-même, en tant qu'individu, bah, seul, t'es rien, t'as jamais la solution à tout, en fait. Donc, tu dois redescendre d'un étage, hein, tu dois faire preuve d'un peu plus d'humilité. Et à partir du moment où tu comprends que tu peux pas savoir tout et que tu peux pas savoir si l'autre a raison ou non, ou toi, tu as raison ou non, et que ton avis est égal à celui de l'autre, hein, à partir de ce moment-là, tu es dans le bon mindset pour justement comprendre le libéralisme, l'exigence justement que ça va demander pour la société, quoi. Mais il faut être raisonné pour ça, quoi. Et c'est l'éducation. Je pense qu'il y a même une dimension aussi qui est encore plus importante, c'est le courage. C'est-à-dire que le libéralisme, fondamentalement, ça demande d'accepter qu'il n'y a pas de Père Noël. C'est-à-dire que tu es responsable des conséquences de tes actions. Et à l'inverse, la redistribution sociale, le socialisme de manière générale, est basé sur la prémisse qu'on peut avoir un repas gratuit. C'est-à-dire qu'on peut effectivement exiger que le gouvernement exauce nos vœux, résolve nos problèmes, etc. On n'a pas nous-mêmes à prendre nos responsabilités et à résoudre nos problèmes par nous-mêmes, même si c'est collectivement, hein, même si c'est par le truchement du marché, de la division du travail, de l'échange, etc. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout faire par soi-même. Et fondamentalement, quand tu n'as pas le courage de regarder ça, tu as beau avoir 180 de QI, si tu as envie de croire qu'il y a cette entité magique qui va pouvoir résoudre tes problèmes à ta place, tu ne pourras jamais désirer et vouloir le libéralisme, mais au contraire, tu vas effectivement répondre à une offre politique qui consiste à te faire croire que le gouvernement est capable de produire quelque chose, alors que le gouvernement ne produit rien, donc il ne peut rien résoudre de toute manière. Totalement, ouais. Ouais, clairement. Je pense qu'il y a aussi à chercher sur le fait que les taux de testostérone baissent. Les gens sont dans des métiers de service où ils sont assis toute la journée, donc forcément. It makes the frogs gay. Exactement, ils boivent de l'eau du robinet, mais bon, on gardera ces sujets-là pour un épisode du bouquin, je pense. Pour revenir à, je sais plus, je crois que c'était Cicéron ou un truc comme ça, justement pour revenir à Rome, qui disait que tous les métiers, c'était que des métiers sauf agriculteur. Toi, donc à l'époque, toi, ils avaient déjà ça, quoi. Ils disaient le mec qui produit de ses mains, c'est pas la en fait dans la société, quoi. Pour boucler la boucle en quelque sorte, quoi. Mais je pense que de toute façon, nous, à notre humble manière, de toute façon, on n'aura pas forcément beaucoup d'impact sur les décisions politiques. Et je pense que tous les débats politiques, ils finissent tous sur la même chose. De toute façon, je pense que le point commun entre tous les bitcoiners, c'est qu'on a compris qu'avant de sauver la société, il va falloir qu'on se sauve soi-même et qu'on se change soi-même et qu'on stack des bitcoins et qu'on soit souverain. Et en fait, si tout le monde fait ça, à partir d'un certain moment, en fait, leur système, soit il va capoter, soit les choses vont bouger, en fait. Mais je pense que la première chose à faire, c'est de passer sur un standard Bitcoin.
je pense très honnêtement que c'est la chose la plus pertinente à faire aujourd'hui si on veut lutter contre toutes ces raisons de la chute de l'Empire romain. Donc, n'hésitez pas à nous contacter chez Boule et on s'occupera de vous. Et c'est quelque chose d'incroyablement important, et c'est quelque chose qui est, je trouve, pas suffisamment souligné dans Bitcoin. C'est que cette possibilité d'avoir un levier qui passe par l'individu avant tout, dans une décision qui fait vis-à-vis de soi-même, de prendre une responsabilité, mais qui en même temps peut rétablir des incentives, la vérité des prix, etc. Et donc, quelque part, refonder un ordre social bon et désirable. C'est ça qui en fait quelque part un levier de changement social absolument incroyable et en même temps beaucoup moins dangereux que les révolutions, les votes, les choses comme ça. Et en général, créer des types de pouvoir qui vont amener à la tête des institutions les loups qui ont les dents les plus longues, quoi. Et les gens qui ont le moins de colonnes vertébrales. Et effectivement, je sais pas, par exemple, quand on est passé avec Francis sur le podcast de Daniel Prince, il pose à chacun de ses invités une question à la fin où il dit si vous pouviez donner une pilule orange, à qui vous voudriez la donner? Et je lui donne une réponse qui est un peu agaçante d'un télo à la con, mais à laquelle je crois vraiment, qui est qu'en fait, pour moi, on donne pas la pilule orange. Genre même la scène dans Matrix, en fait, on te la présente, mais c'est quelqu'un qui la prend. Et même la formulation, j'aime pas, parce qu'il y a toujours cette idée de sauveur, tiens, je t'ai orange pill, c'est moi qui ai fait toi en Bitcoin. Non, tu as choisi de prendre le risque, de le faire, de comprendre, de descendre dans le tunnel là et de se réveiller avec tous les trucs dans le corps, quoi. Ouais, c'est ça. Mais c'est un acte individuel, quoi. Clairement. Et de toute façon, en fait, quand moi je le voyais à l'époque des Gilets jaunes, j'étais encore un peu dans cet état d'esprit où je voulais sauver les Français et tout ça. En fait, ça peut t'amener dans des endroits sombres parce que comme on revient sur Matrix encore, la plupart des gens ne veulent pas être débranchés et ne veulent pas être sauvés, en fait. Donc, si tu vas, nous, avec nos idées libérales, on pense avoir un début de réponse. Mais si tu vas voir un Français moyen et que tu lui dis que tu veux privatiser la sécurité sociale ou privatiser les retraites, il va te cracher à la gueule et ça va créer une réaction d'animosité. Donc, autant se sortir soi-même de ce pétrin-là et d'essayer de se changer soi-même. On parlait de Marc Aurèle et des Romains, se mettre à la salle de sport, faire du sport, je sais pas, des sports de combat, stacker en Bitcoin, bien se nourrir, ne pas boire de l'eau du robinet. Et je pense que si on fait ça pour soi-même, et en fait, on apportera notre pierre à l'édifice. Ouais. Ouais, c'est faux. Ouais, ça, moi, je suis persuadé de ça et je suis totalement d'accord avec ça. C'est sauvons-nous nous-mêmes déjà, en effet. Et l'égoïsme que tu peux avoir à te sauver toi-même, en fait, ça, de manière ou d'une autre, tu vas peut-être pas le voir, tu vas peut-être pas le ressentir, mais ça va rejaillir sur les autres. Tu sais pas comment. Ça se trouve, il y a un mec qui va t'observer, il va dire putain, lui, il a peut-être compris un truc, etc. Et c'est comme ça que ça va se passer, quoi. Parce que si tu te flingues ton temps à essayer de sauver tout le monde, là, ça peut être très néfaste pour toi, quoi. Et moi, je serais même d'avis de dire que il y a des gens que tu dis qui ne veulent pas être sauvés, mais moi, je pense qu'il y en a même certains qui ne peuvent pas en fait être sauvés, quoi. Parce qu'ils ont pas ils sont, comment dire, c'est pas forcément un manque d'éducation, c'était tout simplement dans leur caractère, etc. Ils ont pas l'envie de comprendre le monde tel qu'il fonctionne d'un point de vue purement rationnel, quoi. Il y a des gens, ils sont beaucoup trop dans l'affect, ils sont beaucoup trop dans un modèle de pensée haute, et pour eux, c'est même inconcevable d'un point de vue caractère de commencer à se poser ce genre de questions, quoi. Donc, par exemple, orange piler la masse, moi, j'y crois absolument pas. Par contre, orange piler les bonnes personnes, ça j'y crois, quoi. Clairement. Ok. Si le sujet vous intéresse, d'ailleurs, je vous invite à aller voir la conférence que j'avais fait qui s'appelle Le voyage du Bitcoiner à Annecy, génial, ouais. en 2022, où j'essaye d'expliquer à travers le passage en prenant des exemples issus des grands mythes humains, de la littérature, des grands récits religieux, etc. Cette espèce de morale et d'idées d'archétypes qui revient systématiquement dans tous les contes, les mythes et légendes, que finalement ça part de l'individu et il faut arriver à se détruire pour se reconstruire afin de faire ces réelles transformations, ces changements de paradigme, etc. Et que
devenir responsable de soi-même, qui peut être vu comme adopter Bitcoin, c'est une manière de voir ça. C'est exactement ça. Et c'est pas nouveau, en fait. C'est-à-dire que déjà, même à l'époque de l'Empire romain, je sais pas si j'avais utilisé des exemples de cette époque, mais il y en a. Il y a une sorte de sagesse historique qu'on a transmise à travers les contes et légendes qui dit exactement ça. C'est-à-dire que attendre la main secourable, l'intervention divine qui viendrait vous aider, non, ça c'est rétrograde, c'est une pensée infantile. C'est quelque chose qu'il y a dans enfin, c'est Harry Potter, quoi, si vous voulez. Mais concrètement, en plus, dans Bitcoin, il n'y a pas de shortcut, il n'y a pas moyen d'éviter la responsabilité, en fait. Enfin, si, il y a moyen en laissant ces Bitcoins sur Coinbase ou sur Kraken, mais quand tu es en self-custody, en fait, tu es obligé de passer par ce rite initiatique, dans le sens où tu es obligé d'aller sur How to Bitcoin ou découvre Bitcoin, regarder des tutos, comment te faire une plaque en fer, comment te faire une passphrase. Et en fait, il y a la responsabilité de ton stack. Il n'y a pas moyen de passer outre. En fait, tu es obligé de passer par ces étapes qui sont dures et qui te demandent de sortir un petit peu de ta zone de confort, quoi. Et d'ailleurs, tu vois, c'est hyper intéressant parce que les gens, en général, quand ils arrivent dans Bitcoin, ils ne le savent pas, ça, ils ne se rendent pas compte. C'est pour ça qu'en général, tes potes normies ils disent « est-ce qu'il faut acheter maintenant ?» C'est-à-dire au sens « je veux gagner de l'argent, mais sans quelque part faire l'effort nécessaire pour vraiment comprendre, adopter, apprendre à utiliser les outils, éventuellement subir la volatilité de manière négative d'abord, et donc voilà, peut-être me dire ah merde, douter, est-ce que j'ai fait une erreur, développer des convictions, etc. Et de la même manière, les gens qui vont dans la shitcoinerie, qui veulent trader pour récupérer plus de Bitcoin, pour machin, on a tous ce réflexe-là au début quand on arrive, parce que le monde dans lequel on vit nous a éduqués comme ça. Et effectivement, Bitcoin humbles you, c'est-à-dire qu'il y a pas, comme tu disais, il n'y a pas de raccourci. Et notre société aujourd'hui ne vit que par des cheat codes et des raccourcis. Donc, le premier réflexe qu'on a quand on arrive dans Bitcoin, c'est de peut-être persuader qu'il y a des cheat codes et des raccourcis. Tous les maxis peuvent vous dire non, mais stay humble and stack sats, fais pas tout ça, prends ton temps, regarde les ressources, pose des questions, sois curieux, etc. Ça prend que par l'expérience. D'une certaine manière, faut se faire rect. Tu es bien placé pour en discuter, d'ailleurs, Théo, et ça nous amène sur la prochaine vidéo qu'on publiera sur la chaîne. On publiera peut-être sur la chaîne où tu livres ton parcours et toutes les erreurs que tu as fait dans ton parcours de Bitcoiner. Ok. On a tous fait des erreurs. Hein. C'est vrai. Ulrich, tac, est-ce que... Non, j'ai perdu mon écran. Où est-ce que les gens peuvent te retrouver, Ulrich ? Sur Twitter, essentiellement, donc à Ulrich Fromy, et puis voilà, tout simplement sur Twitter. J'ai une newsletter aussi que j'alimente de temps en temps sur ufromy.com, et ce sont les articles en fait qui sont publiés. Les articles qu'on peut retrouver sur la newsletter sont publiés plusieurs jours avant en fait en exclusivité sur howtobitcoin.fr chez Alex et Victor. Donc voilà, donc sur Twitter essentiellement, puis sur howtobitcoin en exclu, quoi. Ok, super. Merci d'avoir pris le temps de venir sur notre live. C'est toujours passionnant et j'espère qu'on pourra te revoir une prochaine fois. D'ici là, les gars, n'hésitez pas à vous abonner à Bullbitcoin FR sur Twitter, sur YouTube, et à aller visiter le site bullbitcoin.com. Comme je disais, c'est la manière la plus rapide et la plus souveraine pour stacker des bitcoins qui est disponible en France. Donc, n'hésitez pas. Un petit mot pour la fin, Théo ? Non, juste vraiment merci beaucoup d'avoir organisé, GG. Merci beaucoup d'être venu, Ulrich. C'était passionnant. J'aimerais bien qu'un jour on en refasse un, si c'est des sujets aussi qui t'intéressent, peut-être sur d'autres empires, d'autres civilisations. Je trouve ça super riche quand on a un contexte historique derrière et qu'on peut aussi apprendre des choses qui ne sont pas que forcément liées à Bitcoin ou à l'économie. Ça donne plus de couleurs et ça permet de s'imaginer aussi les choses, et on se couche moins bête. Ouais, avec plaisir. En plus, sachant une chose, c'est que sur l'Empire romain, on n'a même pas terminé l'Empire en fait. Parce qu'on s'est arrêté à Dioclétien, mais après il y a Constantin, et ça c'est super intéressant d'un point de vue monétaire. Donc peut-être que
Et après, une prochaine fois. Et après, il y a l'Empire romain d'Orient. Et après, il y a l'Empire romain d'Orient, Il va les falloir royaumes chrétiens d'Occident. Il va falloir faire une suite, quoi. Carrément. Il va peut-être falloir faire une suite, mais en même temps, les gars, il y en a beaucoup des exemples d'hyperinflation ou d'inflation qui ont causé un petit peu des problèmes dans l'économie et des chutes de civilisation. Bah, ok, Ouais, bah, c'est cool. Golem aussi. T'as dit quoi, pardon? Il y a aussi beaucoup de golems, quoi. Donc, Ouais, bah, ok, bah, c'est cool. On va pouvoir faire un max de space là-dessus en 2025. Merci les gars, merci à tout le monde d'être venu pour écouter et puis à très vite.